Salut les Wargamers Civils de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ça me fait plaisir de danser avec un taux puisque aujourd'hui je suis en compagnie de Raphaël pour la lecture et l'analyse du nouveau codex taux. Codex qui pour moi présente clairement deux lectures. La première où on va ouvrir le bouquin et pas trouver vraiment les choses très fortes, très fraîches par rapport à l'index. Et après une deuxième lecture, une fois que ton cerveau s'est un petit peu reposé, et là tu vas commencer à trouver des synergies, tu vas commencer à trouver justement vraiment de la fraîcheur au sein de ce codex et trouver des combos qui vont vraiment être fortes. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi là-dessus? C'est ça, c'est un codex qui a quelques entrées très fortes et beaucoup d'entrées assez obscures. On ne sait pas trop où ça veut en venir, mais en fait quand on commence à assembler toutes les pièces, ça crée un puzzle vraiment très puissant. On se retrouve les Wargamers donc pour la lecture et l'analyse du codex taux. J'ai bien aimé ta dernière formulation puisque en effet il y a des unités qui vont être un petit peu dans l'ombre et justement dès qu'on va les éclairer on va se rendre compte qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Mon premier avis en tout cas sur ce codex est qu'on va clairement aller dans un top codex. On va être dans le tiers haut, on va pas forcément avoir le top codex mais on va clairement faire partie du peloton de tête. Qu'est-ce que tu en as pensé toi déjà au niveau du visuel quand tu as eu le papier entre les mains et aussi au niveau du fluff? Je trouvais que c'était un très beau codex, et d'ailleurs en parlant du visuel, il y a un changement radical par rapport aux anciens, c'est-à-dire que au niveau de la qualité, il est magnifique, et puis surtout, on a même un ton différent de couleurs pour les tours. On va beaucoup plus vers les bleus et les blancs que de l'ancien ocre. Pas mal de nuances de gris aussi, ouais. C'est vraiment un super beau bouquin. Il y a énormément de nouveaux visuels, puisqu'ils sont même partis sur certaines photos de photoréalistes. Donc c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est ça. Au niveau du fluff. Alors au niveau du fluff, c'est très intéressant. Ils ont repris l'histoire directement après la grande campagne de la fin de la V7, où il y avait Montka et Koyon. Et directement derrière, l'exploration, la 4e sphère taux, la 5e sphère taux et des nouvelles technologies, une vraie avancée du fluff qui est très intéressante. C'est ça. Exactement. Oui, mais pas que anal, parce qu'ils ont aussi découvert les technologies qui leur permettent de traverser le warp, et ils sont même peut-être responsables de cette nouvelle faille dans la galaxie qui l'a séparée en deux. C'est vrai, et tu vois, je trouve que pour le coup, enfin une histoire qui avance, et aussi enfin une partie du fleuve qu'on n'a pas l'habitude de voir, où tu sais, c'est toujours « Oh, ils sont en train de se faire défoncer !» et hop, t'as un grand sauveur qui arrive. Là, non, c'est vraiment dans l'intérêt global de l'univers de cette V8 que ça permet justement d'aller de l'avant. C'est ça, ils ont vraiment une vraie place maintenant, d'ailleurs, ils sont plus coincés dans leur bout de la galaxie, puisque en fait, grâce à leur découverte de la technologie Warp, on va trouver des expéditions de taux un peu partout, et donc plus facilement justifiables au niveau des parties. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau des règles, comme d'habitude, il en existe deux types. Des règles qui vont être génériques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ces règles, quelle que soit sa façon de jouer, qu'on joue en match play, en narrative, ou qu'on utilise d'ailleurs tout simplement un détachement réglementaire. Le fait est que ces règles vont être 7, puisque ici, on ne va pas parler de traits de chapitre, de traits de légion, on va parler de 7. On verra plus tard que pour bénéficier de ces règles spécifiques 7, il faudra un détachement réglementaire. Le fait est qu'au moins on va devoir choisir un 7 pour l'ensemble de ces unités, puisque certains personnages vont apporter certains bonus à certains sets spécifiques. Ensuite, on va avoir la règle drone accompagnant. Plusieurs fiches techniques taux empire permettent à des unités d'être accompagnées par des drones. En pareil cas, sauf précision contraire, toutes les options d'équipement ne s'appliquent qu'à l'unité accompagnée par les drones, pas aux drones eux-mêmes. Après le déploiement, les unités de drones accompagnants sont traitées comme ayant le rôle tactique de l'unité qu'ils accompagnent et sont considérées comme ayant le rang de puissance 0. Ensuite, on va retrouver certaines aptitudes. Encore une fois, pour en bénéficier, il faut que la troupe ait l'aptitude. Pour le bien suprême, lorsqu'une unité ennemie déclare une charge, une unité avec cette aptitude se trouvant à 6 pouces ou moins de l'une des cibles de la charge peut tirer en état d'alerte comme si elle était également ciblée par la charge. Une unité qui agit ainsi ne peut pas tirer en état d'alerte à nouveau à ce tour. C'est pété, hein. C'est pété, et comme on le verra, c'est encore plus pété avec le 7 taux. Exactement, puisque avec le 7 taux, ils ne vont pas tirer sur du 6, mais sur du 5. Le fait est quand même que cette règle, elle est vraiment vraiment forte, puisque permettre à ses copains de tirer en état d'alerte quand on se fait charger sous réserve qu'on est à 6 pouces, c'est 6 pouces pour les unités et pas les figurines. Donc il suffit de bien faire ses cordons et automatiquement le mec en face prendra la foudre. Ensuite, on va avoir maître de guerre. Une fois par bataille, au début de votre tour, un seul commandeur de votre armée peut déclarer un Koyon ou un Montka. La règle Koyon est la suivante, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les unités 7 amis à 6 pouces ou moins du commandeur, mais ces unités ne peuvent pas se déplacer, quelle qu'en soit la raison. Donc attention, pas de mouvement, pas de mise en contact et pas de piling, de nouveau de mouvement de 3 pouces. Ensuite, pour Montka, les unités 7 amis à 6 pouces ou moins du commandeur peuvent avancer et tirer comme si elles ne s'étaient pas déplacées à ce tour. Sauf précision contraire, vous pouvez utiliser l'aptitude maître de guerre une seule fois par bataille, quel que soit le nombre de figurines de votre armée possédant cette aptitude. Ensuite, on va avoir les règles, cette fois-ci spécifiques, qui nous sont réservées uniquement si notre détachement est de type réglementaire.
Et là, pour la première fois, on voit que Game Workshop implique une restriction aux joueurs en match play, à savoir avec règles de jeu égales. Si vous disputez une partie en jeu égal, désolé pour la répétition de égal, au sein d'une armée réglementaire, vous ne pouvez pas avoir plus d'un commandeur dans chaque détachement. C'est ça. Et ça, c'est nouveau. Et c'est clairement fait pour nerfer le spam de commandeurs qu'on voit partout dans toutes les listes. Exactement. Alors, c'est un nerf, mais je trouve ça super juste. Oui. Ah non, c'est un nerf, mais qui est très justifié parce que du coup, ça donne vachement plus de richesse aux autres entrées et ça permet de les jouer tout court, surtout. Parce que... C'est vrai. On n'avait pas tellement d'intérêt, à part un petit éthéré des fois pour justement utiliser ces petits sorts une fois par tour. Là, vraiment, le commandeur va avoir un rôle spécial et c'est bien parce que ça va t'encourager à aussi faire attention à ce que tu fais avec lui. Et en plus, c'est fluff. Et en plus, c'est complètement fluff. Donc attention, hein, c'est pas un par armée, c'est un par détachement. Donc on va quand même être capable d'aller chercher plein de petits détachements pour en avoir plusieurs. À noter quand même, ça a été dit juste avant au niveau de la règle générique, mais le coyon par exemple ne peut pas être utilisé plus d'une fois par partie, quel que soit le nombre de commandeurs. Hein. Excepté avec les commandeurs spéciaux que sont Shadow Sun et Farsight, comme on le verra. Exactement, ils ont une petite règle qui dit faites faire reculer la règle, on passe quand même. On le fait 2 fois. Ensuite, on va avoir précepte de 7. En gros, on ne va pas rentrer dans le détail de la règle, c'est uniquement si votre détachement est composé d'un seul set, vous allez pouvoir bénéficier de certaines règles spé. On le verra, hein, mais les sets sont exactement comme les traits de chapitre ou les traits de planète qu'on va retrouver dans le culte Mechanicus. Ensuite, on va avoir auxiliaire Xenos, l'inclusion d'unités Kroot et ou Vespid, un détachement Tau Empire, n'empêche pas les autres unités de ce détachement de gagner un précepte de 7. Notez toutefois que les unités Kroot et Vespid ne peuvent jamais bénéficier de ces fameux préceptes. Et ça, c'est vraiment cool. Oui, heureusement, parce que sinon, on pourrait plus les jouer. On enchaîne donc avec les fameux préceptes de 7 Tau, en commençant par le 7 Tau en lui-même, à savoir arc de tir coordonné. Lorsqu'une unité avec ce précepte utilise son aptitude pour le bien suprême, ou lorsqu'elle tire en état d'alerte étant à 6 pouces ou moins d'unité 7 Tau ami, un 5 ou un 6 est requis pour réussir un jet de touche sans tenir en compte de la capacité de tir du tireur, ni des modificateurs quelconques. Pour rappel, c'est toujours sur du 6, quelle que soit la valeur de CT de l'unité pour tout le reste du monde. Hein. Donc c'est vraiment pété de chez pété. Hein. C'est ça, c'est très fort, surtout qu'en plus, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Donc on peut toucher avec un marqueur laser en premier pour avoir une relance des 1. Il y a même un système qui permet de relancer tous les jets ratés en Overwatch. Et là, du coup, ça fait une pluie de feu. Moi-même, je l'ai vu en test. Je me suis fait charger une fois par 8 Shining Spear et elles sont toutes mortes à l'Overwatch. Donc ouais, complètement. Surtout, en fait, encore une fois, dépendamment de comment est-ce que tu vas faire ton bunker défensif tôt, mais le mec ne va pas avoir envie de charger. Hein. Donc c'est assez intéressant puisqu'on commence aussi à voir la volonté de Game Workshop au sein du positionnement de ses reliques, de ses traits de seigneur de guerre. Et la plupart des codex sont quand même pourvus d'un anti-contre-charge, on va dire, pour certaines unités. Ça va nous permettre d'enchaîner avec le set Vior-La, frappe rapide. Si une unité avec ce précepte avance, elle traite toutes ses armes à tir rapide comme des armes d'assaut jusqu'à la fin du tour. Exemple, une arme à tir rapide 1 est traitée comme une arme assaut 1. De plus, les figurines avec ce précepte ne subissent pas de pénalité à leur jet de touche pour avancer et tirer avec des armes d'assaut. Et ça, c'est fort. Et en plus de ça, ça va même un petit peu à l'encontre de l'image qu'on se fait du tout, à savoir une gunline qui ne bouge pas. Ça, c'est clairement le set pour avoir une arme étau très très mobile. Et on imagine très bien les Crysis qui n'ont que des armes d'assaut. Bouger partout, advance en permanence, ça peut être très très fort. En plus, ça se combotte avec plein de trucs. Les éthérés permettent de relancer les jets d'advance. Enfin, c'est potentiellement très puissant. Ensuite, on va retrouver le set Dalit avec camouflage adaptatif. Une unité avec ce précepte qui n'effectue pas de frappe manta, ne se déplace pas, ne bat pas en retraite, ne charge pas, n'engage pas, ni ne consolide à ce tour, peut bénéficier du couvert au tour subséquent de l'adversaire, même en étant à découvert. Et c'est de la merde. C'est pas génial. En plus, on le verra, ça va à l'encontre de leur propre stratagème. C'est un peu bizarre. Et puis, si on veut des unités qui bougent pas, on leur préférera le set Borkan. Et surtout, alors après, il y a certains... C'est rigolo, moi je compare vraiment un petit peu ça au codex Tyrannide, puisqu'on va en fait être capable de jouer de la même manière. Je parle pas dans le style de jeu soit de gunline ou quoi, mais en tout cas dans l'optique de soit avoir de la masse, soit avoir ce qu'on appelle les Isgronide avec beaucoup de créatures monstrueuses, ou en tout cas d'exo-armure pour toi. Mais on va pas avoir envie de rester dans la pampa pour améliorer sa sauvegarde de 1. Sinon, là, pour le coup, on risque de prendre la foudre et en plus de ça, de ne pas avoir un contrôle map suffisant. Et en taux, on le sait, hein, déjà, ça vient même de leur historique, même si le gameplay a un petit peu changé. C'est une armée qui a besoin, on va dire, de quelques tours pour avancer. Absolument, oui. On continue avec le sept Sacea, calme, discipline. Ajoutez 1 à la caractéristique de commandement des figurines avec ce précepte. De plus, à la phase de tir, vous pouvez relancer un seul jet de touche raté lorsqu'une unité avec ce précepte tire. On est à mi-chemin entre l'Ultranus et
Le Salamanders. Mais on est à mi-chemin entre les deux aspects des traits qui sont pas les meilleurs. Hein. Et oui, c'est un des sets les moins intéressants au final, même au niveau des stratagèmes et des reliques, comme on le verra, c'est vraiment pas le plus intéressant. Ouais, c'est un petit peu fade d'ailleurs de jouer avec celui-là. On continue avec 7 Borkan, savoir-faire supérieur. Alors là, c'est un des plus pétés. Les figurines avec ce précepte peuvent ajouter 6 pouces à la portée maximum de toutes les armes lourdes et à tir rapide dont elles sont équipées. C'est ça. Et là, le potentiel Là, est infini. Tu passes à travers le codex, tu regardes toutes les armes à tir rapide et armes lourdes, il y en a dans tous les sens. Les avantages sont incroyables. On n'arrête pas d'en redécouvrir. Exactement. De toute façon, tu as les armes de base, on va dire, des troupes. Ça rend aussi complètement viable certaines unités comme la Surge. C'est ça. La Surge avec le gros canon qui a une portée assez courte. Et plus 6 pas, ça compte. Ah, carrément, ouais. Et surtout, pour moi, le plus intéressant, c'est qu'en fait, même les désignateurs laser, qui sont des armes lourdes, vont passer à plus 6, c'est-à-dire 42 pouces. Plus besoin de bouger les cibleurs. Ah, c'est sponsor Quechua dans ta ruine, tu bouges pas de la game. C'est vraiment génial. Et même encore une fois, les guerriers de base qui passent, en fait, c'est surtout que ça leur permet d'avoir une portée de 30 à 36 et donc de faire passer leur portée effective de tir rapide 1 à 2, de 15 à 18, et ça fait toute la diff. Et c'est même pas tout. Avec un drone d'accélération des cibleurs à côté, on passe en tir à 42 pouces et en tir rapide à 21. Et là, avec un cadre Fireblade, ça fait 12 strikes qui ont 36 tirs. Voilà, et en fait c'est super marrant parce que ça nous permet d'avoir l'exemple typique d'un joueur tôt en fait. C'est-à-dire que nous on voit ça, c'est juste cool, ça sonne comme fort. Et en fait non, le mec il a déjà réfléchi dans sa tête. Non mais c'est vraiment sympa en fait. Et c'est là où tu dis que c'est un vrai codex de taux quoi. C'est que vous allez, en tout cas pour les gens qui aiment cette façon de jouer, un petit peu aussi basé sur les anciennes versions, vraiment sur cette appétence on va dire à la réflexion, à comment est-ce que je vais la mettre dans le cul de mon adversaire cordialement. Mais voilà, et ça te permet justement d'être en émulation. Exactement, d'être en émulation complète perpétuelle, pardon. On continue avec ensuite l'enclave Farsight, contre-attaque dévastatrice. Relancer les jets de blessure de 1 pour les figurines avec ce précepte pour les attaques de tir contre les unités ennemies à 6 pouces ou moins du tireur. Avant que tu interviennes, je doute pas que ça soit peut-être fort dans une optique vraiment de harcèlement au close, mais je trouve qu'on attendait autre chose de Farsight. Je suis d'accord, il y a plein de gens, mais surtout qui par le passé ils ont eu un codex à eux, il y a plein de gens qui en attendaient plus. Moi je pense qu'il y a des choses à faire, je les vois peut-être pas encore tout de suite, mais on a quand même une armée dont la moitié des figurines volent, donc finalement se désengager pour être à 6 pas, c'est possible. On verra, il y a un stratagème assez intéressant. C'est pas impossible, on verra, c'est peut-être pas super dur, mais ça peut marcher. D'accord. On a vu justement tous les sets qui sont présents dans ce codex. Ça va quand même clairement être un coup de cœur vers Borkan, puisqu'on va être capable de vraiment comboter, de je me désengage puisque la plupart de mon armée a un vol, ou en tout cas je te fais une grosse ligne de drone pour pas que tu puisses passer ou autre chose. Et derrière moi, je te kite un petit peu et je te kite d'encore plus loin à tir rapide, donc vraiment avec une capacité de tir de ouf. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi sur les autres? Il y a le Setto qui est très intéressant. Je pense que le Setto c'est le plus permissif d'ailleurs, pas forcément pour les joueurs débutants, mais les joueurs qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête. Parce que ça marche tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Le Setto, ça marche. On Overwatch à 5+, ça fait des dommages. C'est presque une deuxième phase de tir. et après, alors voilà, une fois qu'on veut pousser le jeu un peu plus loin, le problème, c'est qu'effectivement, il y aura des match-ups où ça sert à rien. Parce que tu vas pas te faire charger par... une autre gunline. Voilà. Mais sinon, ça marche. Et je pense qu'il y a aussi Viorla, qui a des choses à voir avec ces armes d'assaut qui n'ont aucun malus, avec des listes bien remplies de Crysis et compagnie. Je pense que ça peut être sympa. On va enquiller avec les traits de seigneur de guerre. Il y en a beaucoup, donc je vais aller relativement vite. Tu me dis en quelques mots si ça te plaît, si ça te plaît pas et pourquoi. Je commence tout de suite avec précision du chasseur. Relancez les jets de blessure de 1 pour votre seigneur de guerre contre les véhicules ou les monstres. Typiquement, c'est bon pour un commandeur full fusion. Exactement, ça va te permettre de fiabiliser là où il y avait une faible chance d'échouer. Ensuite, on va avoir la dévastation par l'harmonie. À chacune de vos phases de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie visible de votre seigneur de guerre jusqu'à la fin de la phase. À chaque jet de blessure de 6+ contre cette unité, pour une attaque effectuée par une unité 7 amie à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre, la caractéristique PA de cette attaque est améliorée de 1. Ça, je pense que c'est pas mal justement pour un bastion, une vraie ligne de tir tôt. Ça peut être pas mal. En fait, on le mettra sur un éthéré ou quelque chose comme ça, qui sera au milieu de plein d'unités. Et petit à petit, en fait, ça va s'accumuler. Ça peut avoir des effets assez sympas, je pense. Complètement. On continue avec un fantôme marche parmi nous. Lorsque votre seigneur de guerre avance, ajoutez 6 pouces à sa caractéristique de mouvement pour cette phase de mouvement au lieu de jeter un dé. Moi, je trouve que c'est un peu redondant avec la capacité des éthérés qui permet déjà donc de relancer le dé pour Advance. Et en plus, on le verra avec un autre trait de commandement plus tard, c'est peut-être moins intéressant.
Exactement. Je continue avec le 4. L'audace est mère de victoire. Si votre seigneur de guerre est à 12 pouces ou moins d'une unité ennemie au début de votre phase de tir, vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour lui jusqu'à la fin de la phase. Ouais. Moi j'ai rigolé. Ouais, non, mais parce que celui-là, à moins qu'on se trompe, je pense que ça sert à rien du tout. Parce que... Bah si t'as moins de 12, t'es dans la merde. Et en plus de ça, tu vas avoir moyen d'envoyer la foudre en alignant toi-même les planètes quand t'es un joueur tôt et tu vas pas miser sur ce genre de trait de seigneur Et de puis, guerre. en plus, si tu tires avec ton seigneur de guerre, c'est probablement un commandeur, donc il est à 2+. Il suffit d'un marqueur laser pour le faire relancer les 1. Ça nous permet d'enquiller avec Paragon du Cognon, puisque vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour votre seigneur de guerre s'il ne s'est pas déplacé à ce tour. S'il s'est déplacé, quelle qu'en soit la raison, il perd ce trait jusqu'au début du prochain tour. Ça, typiquement, c'est pas mal pour un commandeur qu'on va garder dans nos lignes. Genre un commandeur full nacelle de missiles qui sera dans notre bastion pour utiliser son Coyon justement lui-même et avoir donc des relances entre-temps. Mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Je le trouve pas transcendant. Hein. Ensuite, Paragon du Monka, c'est celui que tu mettais vraiment en comparaison avec un fantôme marche parmi nous, puisque votre seigneur de guerre peut avancer et tirer comme s'il n'avait pas avancé à ce tour. Et celui-là, il est très intéressant quand on prendra un Cold Star en seigneur de guerre, parce que le Cold Star, il advance jusqu'à 40 pouces, et on pourra lui donner des armes, soit du tir rapide, du plasma, soit des armes d'assaut, et il n'aura aucun malus à ce moment-là. C'est exactement ça, ouais. Je pense que systématiquement, à la limite, quand tu vas vouloir que ton seigneur de guerre soit un Cold Star et pas justement garder un petit peu en def ton éthéré, puisque ton Cold Star, tu vas avoir envie de l'envoyer au charbon, bah c'est le trait que tu iras chercher pour pouvoir bouger de 40 et être à portée soit de fuseur, soit de grosse saturation, pourquoi pas sur un personnage. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. Cet enculé, il est sur un socle de 60, il va être capable de se poser n'importe où, tu as quelque chose comme 5 pouces, même pas. Donc vraiment, il va avoir moyen d'aller te sniper du personnage. Hein. Ensuite, on enchaîne avec les traits spécifiques à certains sets. Avec le set taux, on va avoir force de la conviction. Jetez un D6 à chaque blessure mortelle infligée à votre seigneur de guerre. Sur 5+, cette blessure mortelle est ignorée et sans effet. C'est la seule capacité anti-pouvoir psy de tout le codex. J'espère qu'elle vous a plu. D'accord. Ouais. Ça va aussi avec ce qu'on vient de dire justement sur certains commandeurs que tu vas avoir envie d'envoyer au charbon et comme ils seront plus près de l'ennemi, ça sera eux en général les plus près des châtiments. Ensuite, on va avoir Viorla avec Astre académique. Si votre seigneur de guerre a l'aptitude maître de guerre ou l'échec n'est pas envisageable, la portée de cette aptitude passe à 9 pouces. De plus, si votre armée est réglementaire, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Celui-là me plaît énormément. Oui, c'est très sympa. Et à nouveau, donc ça pousse Viorla à être viable, préférément sur un éthéré. Et voilà, un point de commandement en plus, c'est pas rien du tout en fait. Complètement. Et encore une fois, si tu veux l'aptitude maître de guerre où l'échec n'est pas envisageable, c'est ce petit trick au niveau justement du test de commandement. Voir ça et avec le fait que de toute façon, ces personnages-là sont des totems en eux-mêmes. Donc ça va te permettre encore une fois d'avoir quelque chose de passif sur 5 tours de jeu. Et en plus de ça, un point de commandement supplémentaire. Hein, c'est l'équivalent d'un deuxième détachement. C'est vraiment rentable. C'est ça. Ensuite, on continue avec ça, CA avec fanal d'honneur. Et pas anal d'honneur. Hein. Un fanal est un phare thermonautique. Thermonautique, très bien placé. Les unités SACA amis à 6 pouces ou moins de cette unité de figurines réduisent de 1 le nombre de figurines qui fuient suite à un test de morale raté. Ils viennent de révolutionner le metagame. Franchement, c'est de la merde. C'est très éthique. Déjà qu'en plus, les taux ont leur propre capacité, règle spéciale pour les tests de commande. C'est-à-dire que sur un 6, ça réussit pour la plupart des unités. Alors, rajoutez ça. Enfin, de toute façon, c'est SACA et celui-là, comme d'Alice, on n'en veut pas. Ensuite, on continue avec un des sets les plus pétés avec Borkan, puisque perfectionniste, à chaque jet de touche de 6+, pour votre seigneur de guerre, ajoutez 1 au jet de blessure pour cette attaque. Et ça, c'est vraiment pété. Ça peut être très fort sur un commandeur saturation. Par exemple, un commandeur qui aura 4 cycloirs Azeraillon, donc 12 tirs de force 8, avec 5 marqueurs. Il y en a plus un. Voilà, donc ça pourra passer sur les 5+, qui feront +1 pour blesser, force 8, ça va pouvoir entamer du Lehman Russ à 3+, et compagnie. Ouais, ou n'importe quel autre blindé à endurance 7 sur du 2+. Et là, tu rigoles plus du tout. Hein. Tu vas avoir une arme de saturation qui va balancer 12 tirs. Il est sur de la 2+, facilement relance des 1 grâce à un marqueur. Tu viens de le dire avec 5 marqueurs, donc dépendamment encore une fois de l'ordre dans lequel tu vas faire tes tirs. Mais ça, c'est auto qu'il faut poser la question. C'est vraiment, vraiment fort. Ensuite, on enchaîne avec Enclave Farsight, héros des enclaves. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pas notre préféré. Celui-là est un petit peu trop situationnel. Votre seigneur de guerre peut exécuter une intervention héroïque s'il est à 6 pouces d'au moins une unité ennemie après que l'ennemi ait terminé tous ses mouvements de charge. Donc on est sur du standard. Il peut se déplacer de jusqu'à 6 pouces lorsqu'il exécute une intervention héroïque tant qu'il finit son déplacement plus près de la figurine ennemie la plus proche. C'est juste une intervention qui passe de 3 à 6, mais c'est la suite qui est intéressante. De plus, si votre seigneur de guerre a été chargé ou exécute une intervention héroïque, vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour lui jusqu'à la fin du tour.
En vrai, c'est sympa, mais bon, quand on joue tôt, une intervention héroïque, c'est un peu une intervention ironique. Carrément. Après, on peut quand même imaginer que tu vas avoir un gros ton de chez Farsight, en tout cas dans l'optique de jouer en contre-charge, par exemple en contre-close avec, je sais pas, n'importe quel Ah bah, QG, on va dire un peu Et tanky. puis on le verra, il y a 2 reliques de corps à corps assez sympas. C'est ça, le fait est quand même que. Merde quoi, enfin, quand tu joues Farsight, t'as pas envie de te dire non, il y a que mon seigneur de guerre qui est capable de faire, je sais pas, 6 PEV, un rhino. C'est ça. On vient donc de passer sur les traits qui vont être génériques et ceux qui vont être spécifiques à certains sets. Qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Moi, je pense qu'en très générique, les plus intéressants, c'est la dévastation par l'harmonie. Quand tu as un gros bastion, ça va aider beaucoup, je pense. Et le parangon du Monka, pour typiquement les commandeurs Colstar, qui va permettre de se déplacer à fond la caisse sur la table et Carrément. envoyer le feu. Exactement, hein, puisque tu viens de le dire, hein, mais le Colstar, à mon avis, va être clairement une des pièces de voûte de l'armée qui va te Ah oui, permettre d'aller absolument. sniper ce qui te casse les couilles. Et en taux, il peut y en avoir pas mal, même si avec les drones, on va avoir pas mal de latitude de tanking. Si on se positionne correctement, là, on va être capable justement d'aller couper chez l'adversaire là où ça fait mal. C'est ça, c'est ça. Aussi, oui, excuse-moi, au niveau justement des traits qui vont être spécifiques. Et bien, dans les traits spécifiques, je pense qu'il y a le trait de Viorla qui est vraiment indispensable si on joue Viorla, en fait. On n'ira pas le chercher absolument en se disant il faut jouer Viorla pour avoir ce trait, mais si on joue Viorla en tout cas, je pense qu'il est indispensable parce qu'un point de commandement, C'est c'est vrai. génial. Et à l'inverse, si tu joues Dalit, de toute façon, est-ce que tu as envie de le prendre avec des croûtes et des Si tu biscuits? joues Dalit, autant le prendre, hein, de toute façon. Autant je perdu pour perdu. On va rester sur les persos et on va s'attaquer à leur système personnel, aux reliques. Pour le coup, il y en a pas mal qui sont vraiment bonnes Ouais. et on va systématiquement être partagé sur est-ce qu'on claque son petit point de commandement pour en prendre une de plus. Hein. Moi, je pense que c'est obligatoire. D'accord. Je vais commencer d'ailleurs avec une qui va quasiment être auto-include. On l'avait découvert dans le chapter Approve. C'est la puce en grammatique de Pure Tide. Une fois par bataille, vous pouvez relancer un seul jet de touche de blessure ou de dégâts effectués par le porteur ou une unité 7 amie à 6 pouces ou moins de lui. De plus, si votre armée est réglementaire et que le porteur est sur le champ de bataille, jetez un D6 à chaque fois que votre adversaire utilise un stratagème. Sur 6, vous gagnez un point de commandement. Que vous ou votre adversaire. Oui, excuse-moi, que vous ou votre adversaire. Il faut quand même noter c'est que quel que soit le nombre de points de commandement utilisés sur un stratagème qu'on va lancer un point. Si on lance, je sais pas, un stratagème qui vaut 3 PC, on lancera qu'un dé, Oui. on pourra en récupérer qu'un. Mais c'est Le déjà fait est bien. quand même que ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et vu qu'on le verra, c'est un codex qui a énormément de potentiel niveau stratagème et de dépenses de PC, et ben celui-là devient quasiment indispensable pour pouvoir tenir sur la longueur. Et notamment le lanceur Supernova, figurine lanceur à charge de dispersion uniquement, une arme qui coûte 8 points et qui sert à rien. Le lanceur Supernova remplace le lanceur de charge à dispersion de la figurine et a le profil suivant, portée 18, assaut D6, force 6, PA-2, 2 dommages. Et ça, c'est un super, super bon anti-élite. Hein. Tu te dis, un petit commandeur avec ça, il va être capable de te shooter 2-3 motos Eldar en un coup, avec une arme en fait, surtout. On Exactement. verra qu'il va en avoir de 3 à 4, dépendamment de si on veut ou pas lui mettre certains systèmes. C'est juste super, super fort. Hein. Et ça combote en plus avec un stratagème Borkan qu'on verra tout à l'heure qui permet de relancer les armes à nombre de jeux de tir aléatoires. Complètement. On va maintenant se focaliser sur les reliques propres à chaque set. Je commence tout de suite avec le propulseur de manœuvre vectoriel qui est réservé au set taux uniquement. Cette figurine peut immédiatement se dépasser de 6 pouces après avoir attaqué à la phase de tir. Et je trouve que c'est un clin d'œil énorme justement avec les versions passées de Warhammer 40 000, puisque à l'époque, les unités à répulsion pouvaient rebouger après avoir tiré. C'est ça, c'est limite même une petite moquerie de la Plaza C'est une Game. quenelle. C'était C'est une pété, vous ne le faites plus, il n'y a plus qu'une personne qui va le faire. Après voilà, donc ça reste très fort évidemment sur un commandeur équipé comme on veut, en FEP ou en Colstar qui traverse la table, il tire et puis hop, il va se mettre à couvert juste derrière. Ensuite on a pour Viorla qui continue toujours à faire que Viorla est très tentant, le projecteur thermoneutronique, un remplacement de lance-flamme, donc figurine 7 Viorla avec lance-flamme uniquement, le projecteur thermoneutronique remplace un des lance-flammes de la figurine et a le profil suivant. Portée 8 comme tous les lance-flammes, assaut D6, force 6, PA-1, 2 dommages. Et ça, c'est sympa. Oui, carrément. En plus, c'est un lance-flamme, donc on le sait, hein, ça touche automatiquement sa cible. Hein. Donc même si on est sur des unités un petit peu coupées de couilles, on va les frouch. Et là, pareil, sur un Colstar, avec 40 pas de mouvement, on peut aller mettre ce qu'on veut à 8 pas de portée. On a aussi un dernier stratagème, c'est celui de Borkan, qui est peut-être moins puissant que les autres, mais intéressant. C'est un fusil plasma spécial qui a portée 30 et donc portée 36 avec Borkan. Tir rapide 1, force 7, moins 3, D2. À savoir donc qu'il sera en tir rapide à seulement 18 pouces. 18 pouces. J'ai fait un bac L. Encore une fois, hein, on vient de le voir, on ne les a pas toutes vues, mais on va quand même s'attarder sur les plus spécifiques. On a des très très bonnes reliques. Moi, en tout cas, je pense que je partirais systématiquement avec la relique pour récupérer les petits chamallows sur du 6. Les autres étant trop autour d'un personnage. C'est ça.
Mais bon, c'est un peu le principe tôt aussi. On construit son commander. Bah t'en as qu'un d'ailleurs. Et là, Ça nous permet, quand ça nous permet d'enquiller avec les stratagèmes. Et là, putain, ils sont bons. Hein. Là, tu sens que les mecs, ils ont pas de domaine psy, mais ils ont tout donné dans les stratagèmes. C'est ça. Ils sont pas tous bons, mais il y en a une poignée vraiment Bah, excuse-moi, de très haut vol. avec un qui est déjà super pété et qui va vous donner un petit peu le ton du codex, à savoir, il va falloir des fois utiliser les bonnes synergies, aussi bien avec les cibleurs que avec certains stratagèmes, avec le censeur multispectre qui vaut seulement 1 PC. Utilisez ce stratagème avant qu'une unité battlesuit de votre armée ne tire. Les unités ne peuvent pas bénéficier du couvert contre les tirs de cette unité à cette phase. Voilà. Et c'est pas mal du tout, parce que Battlesuit, c'est à peu près toute l'armée, sauf l'infanterie, bon, c'est pas grave. Et la surge, Voilà, hélas. qui n'en a pas vraiment besoin. Ouais, un peu quand même, hein, elle pourrait être protégée comme ça. On y reviendra. Mais surtout, ça permet d'aller sniper du Reaper à couvert avec du Commander, les Riptide qui donc, vont pouvoir bénéficier d'encore plus de PA, parce que techniquement, c'est presque plus un PA. Donc c'est sympa. Et surtout, ça coûte comme un PC, comme tu l'as dit. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est le cas de beaucoup de stratagèmes tôt, qui sont pas très chers. Comme la grenade PEM. Exactement, la grenade PEM, un stratagème très sympathique, donc pour un PC. Utilisez ce stratagème lorsqu'une figurine taux empire de votre armée est choisie pour lancer une grenade à photons sur une unité véhicule ennemi. Ne faites qu'un seul jet de touche pour l'arme à cette phase. S'il touche, la cible subit des 3 blessures mortelles. Carrément. Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu avec les Devastators dans l'Imperium ou ce genre de choses où à partir du moment où on touche, on va être capable d'infliger de la mortelle. Et bien là, sur du taux, ça fait plaisir quand même. C'est ça. Surtout que les grenades PM, elles ont 12 de portée et il y a des personnages à 2+ qui les portent. Exactement. Très Ouais. pratique. Encore une fois, c'est un PC que vous allez pouvoir récupérer sur du 6 si vous avez le bon trait de seigneur de guerre, donc ça fait à peu près 16% de chance. C'est super, super cool. Hein. Ça vous permet vraiment de fiabiliser la destruction, on va dire, du dernier PV, puisque c'est très frustrant, mais ça arrive trop souvent quand il reste un seul PV à un véhicule. J'enchaîne avec note de commandement et contrôle qui vaut un PC. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de tir. Choisissez un commandeur 7 de votre armée. Il ne peut pas tirer. D'ailleurs, c'est rigolo, il y a une petite répétition, il ne peut pas tirer. T'es sûr que tu pourras pas tirer à cette phase, mais une unité Battlesuit 7 de votre armée à 6 pouces ou moins de ce commandeur peut relancer ses jets de blessures ratées à cette phase. Et ça, c'est fort, hein, parce C'est extrêmement fort. il n'y a pas beaucoup de choses au sein du jeu global qui te permettent de relancer les blessures. C'est extrêmement fort parce que de toute façon, avec l'aptitude Monka ou Koyon surtout du commandeur, on va vouloir qu'il, en tout cas au début de la partie, il soit dans nos lignes, avant peut-être d'aller chercher autre chose plus tard. Et du coup, peut-être avec ses armes d'assaut, il ne sera pas apporté pour tirer sur quoi que ce soit, et du coup, c'est pas vraiment un sacrifice. On va dépenser ce point de commandement, et on va pouvoir faire relancer tous les jets pour blesser de 3 broadside, par exemple, ou une Riptide, ou une unité de jusqu'à 9 Crisis full missile, par exemple. Bon, là, ça coûte toute l'armée, mais c'est sympa. Mais c'est sympa. Et tu viens de le dire, hein, tu viens de la citer, mais te dire que la Riptide, on va le voir juste après, hein, mais quand elle surchauffe, elle est à 18 tirs de force 6, moins 1, damage 2. C'est ça. Tu vas être capable de raser une unité de moto Eldar, tu vas être capable de raser beaucoup de choses. Hein. Puis même en relançant les jets pour blesser, on peut aller taper de l'endu au-dessus de l'endu 6. Bien sûr. Non, franchement, c'est vraiment super. Tu voulais aussi nous parler du système automatisé de réparation. Oui, alors celui-là coûte 2 PC, il est un peu plus cher, et c'est assez sympa parce que on va pouvoir, avec ces 2 points de commandement, réparer et donc redonner des points de vie à nouveau un battlesuit ou cette fois même un véhicule, donc une Storm Surge ou un avion. Le fait est qu'en fait, on voulait quand même souligner ce stratagème puisqu'il n'y a rien dans ce codex pour pouvoir justement en rendre des PV. On va y venir juste après, on aura un autre stratagème qui va nous permettre de tirer à plein potentiel, même quand on est en tranche basse, puisque la faille, on va dire, de ce codex, c'est que quasiment toutes les exo-armures qui dépassent les 7-8 PV ont un profil dégressif. Et voilà, je pense qu'on ira systématiquement préférer l'autre, même si là, c'est vraiment pour éviter de perdre une pièce. Ça me permet d'enquiller avec Brouilleur de combat qui lui vaut 2 CP. Utilisez ce stratagème au début de la phase de tir ennemi. Choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins d'un Battlesuit commandeur de votre armée. Votre adversaire doit soustraire 1 au jet de touche effectué avec cette unité. Et ça, moi je trouve ça génial. Non, et je là, trouve ça trop pété. ça coûte 2 points, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il soit. Non, franchement, c'est trop fort. Quasiment aucun codex n'a la faculté de dire quoi. Tu veux tirer? Non. Les soldats. Oui. Non, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le potentiel de man game, parce que c'est au début de la phase de tir, donc c'est avant que ton adversaire ait choisi une cible. Et du coup, en fait, par exemple, typiquement, si on a une Riptide entourée de shield drone,
eh bien, on va pouvoir, au lieu de le mettre sur la Riptide, le mettre sur les Shieldrone, par exemple, et lui dire, bon, vas-y, vas-y, dire dessus, sur c'est quoi moi tu qui tires, déciderai ou exactement. pas de les retirer. Non, c'est très très fort. Hein. On le voit avec certains stratagèmes aussi tyrannides comme le Chronos qui va faire à un moment, tu veux lancer un sort, il n'y a pas de souci, mais c'est avec un dé. Et là, tu vas pouvoir jouer sur le même aspect, en fait, comme tu viens de le dire, de mind game. On passe maintenant à l'injecteur de stimulant dont tu venais d'évoquer brièvement, qui est très sympa. Alors, pour un point de commandement à nouveau, utilisez ce stratagème au début d'un tour, choisissez une figurine Battlesuit de votre armée avec une caractéristique de PV de 10 ou plus. Jusqu'à la fin de ce tour, utilisez la rangée supérieure du tableau de dégâts de la figurine, quel que soit son nombre de PV restant. Cela cesse immédiatement si la figurine est réduite à 0 PV. Donc évidemment, elle meurt si elle est à 0 PV. Mais c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'avoir une Riptide à 1 point de vie qui tire à plein potentiel. Dommage, c'est Battlesuit, ça ne marchera pas sur une Storm Surge, mais pour la Riptide, c'est vraiment parfait. C'est intéressant ce qu'on dit, ce que tu dis, pardon, parce qu'on est vraiment sur une des failles du codex, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect que toutes les créatures monstrueuses vont avoir un profil dégressif, et en plus de ça, on est sur une CT qui est déjà pas terrible en taux, puisqu'elle commence à 4+, donc tu n'as pas envie d'être pénalisé. Et là, tu vas avoir de quoi enclencher, on va dire vraiment, de réaligner tes planètes à coups de marteau pour pouvoir le faire. Et les taux fonctionneront comme ça, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Hein. Et ensuite, je continue mon acharnement personnel sur Farsight avec zone de saut dégagée qui vaut 2 PC. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de tir. Choisissez une unité Battlesuit Farsight enclave de votre armée qui a été placée sur le champ de bataille en utilisant l'aptitude frappe Manta à ce tour. Cette phrase est beaucoup trop longue. Ajoutez un au jeu de touche pour cette aptitude à cette phase. C'est super fort ça pour le coup. C'est très fort. D'ailleurs, c'est probablement la seule raison pour laquelle jouer Farsight. C'est vraiment les mecs qui vont vouloir alpha striker la gueule de votre adversaire. Quoi. Il va pas falloir se rater, mais si ça passe, ça fera des dommages monstrueux. On imagine tout de suite 9 Crisis ou même des Crisis forgeants qui sont encore plus pétés, blindés d'équipement, qui FEP au plus près possible de l'adversaire, touche à 3+, voire 2+, avec les désignations laser. Et tu vois, je trouve que mine 2, c'est le stratagème qui va peut-être te faire jouer différemment, c'est-à-dire équiper tes créatures avec 2 fois 2 armes différentes. Peut-être une courte portée comme des fusils à fusion, et peut-être comme du plasma ou j'en sais rien pour faire du tir rapide plus loin. Oui, c'est pas faux. Donc franchement, c'est très très intéressant. On continue ensuite avec le stratagème Dalit. Alors le stratagème Dalit, c'est pareil, c'est un petit fion de la part de Game Workshop, il est très sympa. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de tir, choisissez une unité du set Dalit de votre armée. Cette unité peut tirer et aussitôt se déplacer de jusqu'à 6 pas comme en phase de mouvement. On a donc le jump shoot jump des Crisis. Le problème c'est qu'on le rappelle, le trait de Dalit c'est de ne pas bouger, donc ça sert à rien du tout. Est-ce que tu penses que c'est un fion tagème? Et on finit avec Sang Chaud qui vaut 2 PC, qui est un stratagème spécifique à Vior-La. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de tir. Choisissez une unité d'infanterie 7 Vior-La de votre armée. Cette unité peut être choisie pour tirer 2 fois à cette fucking phase, c'est écrit. Mais chaque figurine de l'unité doit tirer sur l'unité ennemie la plus proche à chaque fois. Et à chaque fois, c'est très important, parce que c'est-à-dire qu'elle pourra tirer une fois sur l'une, la tuer, et une fois sur une autre, au lieu d'être obligé de tirer 2 fois sur la même. Fucking fort. Et surtout, c'est très fort. Ça coûte 2 PC, c'est dommage, mais bon, ça marche très bien de toute façon. C'est très fort parce que Vior-La, on le rappelle, ça advance en permanence. Et du coup, on peut imaginer 10 Breachers qui vont sortir d'un Devilfish, advance, et ensuite tirer 2 fois sur quelque chose, ça va envoyer le feu. Carrément, attends, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que dans beaucoup d'autres codex, la faculté de taper 2 fois au corps, et c'est quand même pas toujours facile d'arriver au corps à corps, c'est 3 PC. Là, ils vont pouvoir le faire au tir à 2 PC. C'est fort, hein, pour être sûr de clean un cordon ou pour faire plein de choses. C'est vraiment enfoncer le clou au bon endroit, c'est super fort. Hein. C'est ça. On va pas aller plus loin au niveau des stratagèmes, on donnera certains stratagèmes spécifiques à certaines unités quand on s'arrêtera sur celle-ci. Qu'est-ce que tu penses déjà, toi, de ce tableau de stratagèmes? Quand je dis ça, c'est tu n'as pas de domaine psychique. Tu as parlé d'un faux trait de seigneur de guerre qui était une défense contre la mortelle, mais ça n'est en aucun cas une défense contre la phase de psy. Là, est-ce que tu penses que ces stratagèmes vont contrebalancer cette faille? Je pense que ces stratagèmes, ils offrent surtout des options en fait. Et en fait, au final, il y en a beaucoup encore qu'on n'a pas lu, qui sont moins utiles, mais il y en a donc une poignée, celles qu'on a lues, qui sont vraiment, vraiment très bons. Et je pense que ce qui va être intéressant, c'est qu'on va se retrouver à jouer les mêmes à chaque tour, en fait. Et on va avoir un pool de points de commandement à utiliser quasiment à chaque tour sur les mêmes unités, et qui vraiment soutiennent l'armée de façon très performante. C'est intéressant, tu as utilisé le terme soutien et c'est exactement ce qu'on ressent au niveau de ces stratagèmes. On en a quelques-uns qui sont trop consommateurs pour être lancés tous les tours, bien évidemment, mais tu as raison, en fait, c'est vraiment des systèmes de soutien. Encore une fois, on reprend un wording qui est du codex. D'ailleurs, l'injecteur de stimulant était un système de soutien. Justement pour ça, et ça c'est vraiment appréciable. Avant de rentrer encore plus profondément dans les unités et s'arrêter sur chaque entrée, on va d'abord s'arrêter sur l'arsenal pour pouvoir mieux comprendre comment ces unités vont fonctionner. Je commence par le désignateur laser. Si une figurine autre qu'un véhicule tire avec un désignateur laser, elle ne peut tirer avec aucune autre arme à cette
phase. C'est important de le préciser. Ensuite, dès qu'on va avoir une touche, on va marquer des petits points et dépendamment du nombre de points, on va être de plus en plus fort puisqu'ils se stackent. Si on a un pion, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les figurines Tau Empire qui attaquent cette unité. Attention, hein, c'est Tau Empire, donc c'est vraiment quel que soit le set. C'est-à-dire que si vous êtes en même les multi-détachement, croûtes et les Vespines. exactement. Ça veut vraiment dire que quel que soit votre nombre de détachements, vous allez être capable de faire partager, on va dire, ces petits pions. Ensuite, si on en a 2, ça va être les missiles destroyers et seekers tirés sur cette figurine utilisent la CT et les modificateurs de la figurine qui tirent au lieu de toucher seulement sur du 6. Et les missiles Seekers ont un peu changé. Maintenant, c'est en fait un missile tracker Space Marine, c'est-à-dire force 8, moins 2, D6 dommages, sauf qu'il coûte 1 point de moins, 5. Et ça, c'est super fort. Ensuite, si on a 3 marqueurs, l'unité cible ne gagne aucun bonus dû au couvert et à ses jets de sauvegarde. C'est ce qui faisait la terreur, on va dire, quand on rencontrait du taux dans les versions précédentes. Ça peut encore faire la diff. Je crois qu'il y a une petite inversion d'ailleurs avec l'index. Oui, c'est ça. Avant, c'était le niveau 4 et maintenant, c'est le niveau 3. D'accord. Niveau 4, qui est les figurines Tau Empire. Donc, même chose, hein, ça se partage, on va dire, avec les autres détachements. Qui attaquent cette unité ne subissent pas la pénalité pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes, ni pour avancer et tirer avec des armes d'assaut. Et ça, c'est fort. Oui, ça c'est un des plus utiles. Ça permet justement d'économiser certains systèmes de soutien qui permettent aussi d'outrepasser cette règle. Et enfin, si on a 5 marqueurs ou plus, ajoutez un au jet de touche pour les unités Tau Empire qui attaquent cette unité. Et ça, c'est super, super fort. Ça va permettre de justement pallier la faille du codex qui est qu'ils ont un arsenal de bâtards, mais ils tirent comme des merdes, voilà, puisqu'ils touchent à 4. On l'a vu tout à l'heure, ça se combine aussi très bien avec certaines facultés d'armes qui font que quand on touchera sur du 6, bah là, ça sera sur du 5 et ainsi de suite. C'est ça. Après, bon, ça reste le même problème qu'on l'a eu en index. Hein. Mettre les 5 marqueurs, c'est pas toujours facile et c'est un certain coût en points aussi. Mais une fois qu'on a réussi, là, la puissance de feu là, est au rendez-vous. La foudre. Déjà, deux choses. La première, c'est qu'on n'oublie pas qu'on a un stratagème dont on n'a pas parlé, mais qui était déjà cité dans le chapter approve, qui va te permettre de ne pas marquer un point dès qu'on a une touche, mais D3. On continue avec l'arsenal, mais cette fois-ci avec les systèmes de soutien. Encore une fois, on a voulu le faire avant de rentrer dans les unités, puisque vous allez le voir, mais certaines unités vont avoir un principe d'emplacement dans lequel on pourra mettre soit des armes, soit des systèmes de soutien. Donc, soit choisir entre l'efficacité et la létalité, entre guillemets. Je commence tout de suite avec le contrôleur de drone. Les unités de drone 7, donc là pour le coup c'est réservé au 7 de son détachement. À 6 pouces ou moins, d'au moins une figurine avec ce contrôleur de drone, ajoute 1 à leur jet de touche. Classique, très très fort avec les sniper drones comme on le verra tout à l'heure. Ensuite on a le générateur de bouclier. Une figurine avec générateur de bouclier a une sauvegarde invulnérable de 4+. La Riptide Battlesuit n'en bénéficie pas parce qu'elle a son propre générateur de bouclier. A savoir qu'il coûte 40 points que pour la Storm Surge. Maintenant, la Ghost Kill peut aussi l'avoir pour son coup d'index qui était de 8 points. Et ça, c'est très bien. Ça fait la diff. Hein. Ça va vraiment faire la diff. Encore une fois, ça va permettre de rendre certaines unités encore plus tanky qu'elles ne le sont déjà avec l'interception des drones. Mais ça, on y viendra quand on parlera de ces fameux drones. Ensuite, on va avoir multi-tracker, relancer les jets de touche de 1 à la phase de tir pour une figurine avec un multi-tracker lorsqu'elle fait feu avec toutes ses armes sur la même cible et que cette cible contient au moins 5 figurines. Ça, c'est un changement par rapport à l'index aussi qui est assez incompréhensible en fait, parce que du coup, ça rend le système en fait, assez inutile, parce que dès qu'il n'y a plus 5 figurines dans l'unité, ça ne sert plus à rien. Et les relances de 1, en plus, on en a partout. Ça, les relances de 1, on les a vraiment partout. Ça permet justement de pallier sur cette CT4. Le fait est qu'on continue avec senseur d'alerte anticipé. Si au moins une unité ennemie est placée à 12 pouces ou moins d'une figurine de votre armée équipée d'un senseur d'alerte anticipé à l'aide d'une attitude lui permettant d'arriver en cours de bataille, exemple se téléportant sur le champ de bataille, alors à la fin de la phase, la figurine peut immédiatement tirer sur une de ces unités comme s'il s'agissait de votre phase de tir, mais vous devez soustraire 1 au jet de touche lorsque vous résolvez ces tirs. C'est super fort. C'est l'équivalent d'un scan d'Ospex pour l'Imperium. Et on en a déjà parlé avec Korvac, mais la particularité, c'est qu'il a été faqué dans la dernière vague de fac qu'une unité, par exemple, de GK qui utilisait le téléporteur était considérée comme arrivant de nouveau des réserves et donc éligible pour se faire tartiner la gueule. De même qu'on l'a vu très récemment avec les Thousand Sons, les Sandgor qui vont se FEP avec le cristal de matière noire, la relique. Exactement. Qui est une relique. Après, le problème de ce système, c'est que c'est un système et du coup, il prend un slot que peut-être on voudra utiliser pour autre chose. Bon, ça, c'est au choix de chacun. C'est vrai. Je continue avec système de défense contre-feu. Une figurine avec ce système de défense contre-feu relance les jets de touche ratés lorsqu'elle tire en état d'alerte. Voilà. Alors ça, avec le set taux, merci. On va mettre ça particulièrement sur une broadside, sur une Storm Surge ou une Riptide
Bon, sur la Riptide, il y a peut-être mieux à faire, mais pour la Storm Surge, en tout cas, on le verra plus tard, celui-là, c'est sûr, il a la place de rentrer. Je continue avec un des plus pétés, système de ciblage avancé. Une figurine avec ce système de ciblage avancé augmente la caractéristique de PA de 1 avec toutes ses fucking armes. Il est assez vulgaire ce que c'est encore écrit. Fucking arm, exemple, une unité à PA 0 passe à -1, une unité PA -1 devient -2, et une unité qui a -3 devient -4. Pour un mec qui a fait L, t'es pas mal. Bac loisir. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, c'est le meilleur système de soutien, ça c'est sûr. À savoir qu'il coûte très cher, c'est 12 points pièce, c'est plus cher que certaines armes. Et encore, ça c'est que sur les petits battlesuits. À partir du moment où on va le mettre sur une Riptide ou une Storm Surge, ça va être 18 points. Mais ça les vaut. Ah bah oui, ça les vaut. Tu vois ce que je trouve que c'est un système qui est super sympa, puisqu'il va te permettre, à chaque fois que tu vas changer de liste, de aussi pouvoir changer d'optique de jeu. Tu vas pouvoir jouer full saturation, un petit peu anti-élite, ou en tout cas augmenter la létalité de ta saturation en mettant ce petit système. Ça va te permettre aussi d'enfoncer un clou en te disant, tu sais quoi mon pote, ta boîte dans un couvert, mon fusion va passer de -4 à -5. Le gars c'est un Shadow Sword, donc franchement, c'est vraiment un système qui est très sympa, puisqu'il te permet aussi de changer tes listes, en fait, de façon de changer de jouer, juste avec un slot. Et ça c'est vraiment cool. On passe ensuite à système de défense contre feu. Une figurine avec un système de défense contre feu relance les jets de touche ratés lorsqu'elle tire en état d'alerte. C'est fort. Alors là surtout on repense tout de suite au trait tôt, donc il fait les Overwatch à 5+, relançable avec ce système, et ça devient vite très très fort. Et on le verra, il y a la place pour en mettre sur une Storm Surge, à mon avis c'est un très bon combo. Ouais, tu n'as pas envie de la charger, le petit prince démon qui va vouloir aller titiller les couilles d'une Storm Surge. Et bien il va repartir à bredouille. Il disparaît au moment de sa charge. Ensuite, on va avoir le tracker de vélocité, puisque ajouter 1 au jet de touche pour une figurine avec un tracker de vélocité lorsqu'elle tire sur une figurine qui a le mot-clé vol. Ça paraît pas forcément, mais un peu anecdotique, mais en fait, il y a tellement d'armées qui ont des figurines au mot-clé vol, et en général qui en plus font des malus, finalement c'est très bien. Quand il y a la place pour le mettre, c'est un très bon système. Ensuite, on va avoir verrouillage de cible. Une figurine avec verrouillage de cible ne subit aucune pénalité avec ses jets de touche lorsqu'elle se déplace et tire avec des armes lourdes ou lorsqu'elle advance et tire avec des armes d'assaut. Cette figurine peut également avancer et tirer avec des armes à attaque rapide, mais doit alors soustraire 1 à ses jets de touche. On l'a vu, en fait, ça fait doublon avec le niveau 4 des désignateurs laser, mais aussi ça permet donc de se passer de la désignation laser. Comme par exemple la plupart des battlesuits de grosse taille comme la Ghost Kill ou la Riptide ont des armes lourdes. C'est un système qu'on va quasiment systématiquement prendre pour justement ne pas être dépendant de ces marqueurs laser. Après, bon, peut-être qu'en fonction du set, par exemple avec Borkan, vu la portée des armes lourdes, on n'aura peut-être pas forcément beaucoup besoin de bouger non plus. À voir. Mais c'est un système qui est quasiment Encore une fois, c'est une latitude qui t'apporte en plus, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, le dernier avec le XV802 Crisis Iridium Battle Suite. Une figurine équipée d'une XV802 Crisis Iridium Battle Suite voit sa caractéristique de sauvegarde passer à 2+. C'est utilisable, il me semble, que par 2 entrées, une Crisis Bodyguard et ensuite le Commander Crisis. C'est ça, enfin les Crisis normales. Crisis normale, Crisis Bodyguard et Commander Crisis. Ouais, c'est une nouvelle entrée, c'est assez sympa. Ça permet de ne plus perdre ses battlesuits sur la saturation de petites armes. Et bon, on s'arrêtera dessus quand on parlera justement des Crisis et des Crisis Bodyguard, puisque ça va offrir énormément de latitude, on va dire, dans la façon de jouer et de se dire, tu me tires dessus avec quoi comme arme? Ok, j'inflige la blessure sur telle ou telle figurine. Exactement. Et ça apporte un petit peu de skill, mais à côté de ça, ça va vous permettre d'encaisser vraiment beaucoup plus les tirs si vous séquencez les sauvegardes. Et on y est enfin, on s'attaque aux différentes entrées du codex. Elles sont super riches et c'est vraiment cool puisque on va avoir un éventail énorme de quoi jouer pour tirer toujours par contre. Il y a quelques entrées pour faire du corps à corps. Allez. Il y a quelques entrées pour faire du cac ou en tout cas pour faire des cordons pour pas se faire caquer la gueule. Les chiens croûtes. C'est ça. En tout cas, on commence par les choix de QG avec la Commander Shadow Sun. Elle a 2 tarifs, le premier sans ses drones à 167 points et le deuxième avec ses 2 drones à 195 points. Avant de rentrer dans son profil, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les drones et leur utilité? Oui, alors les drones, donc tout type de drone peut intercepter les blessures des unités amies. La règle s'appelle Protocole Salvateur. Si une unité d'infanterie 7 ou Battlesuit 7 à 3 pouces ou moins d'unité de drone 7 amis est blessée par une attaque ennemie, jetez un D6 sur 2+, vous pouvez allouer cette blessure à l'unité du drone au lieu de la cible. Si vous le faites, cette unité de drone subit une blessure mortelle au lieu des dégâts normaux. Voilà. Et c'est super pété. C'est ultra fort. À savoir que la nouveauté, c'est que maintenant, c'est seulement sur un 2+, donc ça peut rater. Et c'est bien parce que ça donne plus de latence à l'adversaire de choisir entre soit tirer sur les drones, soit tirer sur l'unité cible directement, parce que peut-être des fois, il va rater les interceptions.
Après, c'est donc toujours une compétence qui est extrêmement forte, qui Et celui-là, permet... c'est super fort, parce qu'on rappelle un tir de C'est canon ça. laser qui doit faire des 6 PF, bah là, ça fera qu'une mortelle. C'est ça. En plus, on peut sauvegarder parce que tous les shield drones ont un Feel No Pain à 5+. Donc vraiment, vraiment, c'est super fort. On va s'attarder maintenant à la petite, à Shadow Sun, puisqu'elle bouge de 8, elle touche à 3 plus au corps à corps, à 2 plus au tir, force de 4, endurance 4. Elle a quand même 5 points de vie, 4 attaques, un commandement de 9 et une sauvegarde à 3 plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses règles spé et son équipement? Alors, ses règles spéciales, c'est simple, elle a une invulnérable à 5+. Elle est aussi touchée toujours à -1, ses drones aussi d'ailleurs. Ses règles spéciales, c'est génie du Coyon, ça lui permet de lancer la capacité Coyon 2 fois par partie, en tout cas elle et un autre commandeur. Elle a aussi protectrice du bien suprême qui fait que les unités de stealth autour d'elle iront intercepter ses blessures comme les drones sur un de plus. Et enfin l'infiltration, qui est une des meilleures règles de taux, qui permet de déployer les unités qui ont cette règle d'infiltration directement sur le champ de bataille et pas une fois qu'on sait qui a le premier tour, quoi. Directement au premier, au hasard sur la relique pour gagner la partie tout de suite. À noter quand même qu'elle a le keyword commandeur, elle rentre donc dans les restrictions de un seul commandeur par détachement. Je trouve que c'est pas mal équilibré cette règle, c'est vraiment pas mal. Hein. Oui, alors après, elle-même a le problème de coûter un peu cher et en fait, elle n'est pas simple à jouer. Il faut construire une liste où on sait exactement ce qu'on veut faire avec parce que sinon, comme elle a seulement des fuseurs et que soit elle est au milieu du champ de bataille toute seule, soit dans ses lignes et dans nos lignes et donc hors de portée de tout, c'est pas forcément l'entrée la plus facile à jouer. Carrément. On enchaîne avec le commandeur Farsight, mon préféré, qui lui vaut 151 points. Il bouge de 8. Par contre, il touche au tir et au corps à corps à 2+. Il a force 5, endurance 5. Tu sens que lui, c'est un bonhomme. Tu sens que lui, ce qu'il a, c'est des couilles. Il a 6 points de vie, 4 attaques, commandement de 9, sauvegarde à 3. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet homme ? Alors, Commodore Farsight, c'est le rebelle, on n'en parle pas. On ne dit pas son nom dans l'Empire Tau. Bon, plus sérieusement, il a une invulnérable à 4+, il a une grosse épée qui lui donne +3 en force, donc force 8, -4 de PA, D3 dommages. À savoir qu'il donne la capacité autour de lui de relancer les jets de 1 en phase de corps à corps contre les unités orques. Super fort. Et ensuite, bon, il peut frappe Manta, et lui, au contraire de Shadow Sun, il a le génie du Monka, c'est-à-dire que la capacité Monka, il pourra l'utiliser 2 fois, ou en tout cas lui et un commandeur pourront l'utiliser 2 fois dans la partie. On rappelle exactement la même chose que Shadow Sun, il a le keyword commandeur et pourra donc être tout seul en tant que commandeur dans un détachement. Pour moi, un des meilleurs points de Farsight, c'est qu'il a le keyword 7 Farsight, il n'est donc jouable que dans le détachement Farsight, au même titre que Shadow Sun, puisqu'elle était jouable que dans un empire Tau. C'est ça, au moins on n'est pas tenté de le jouer, ou alors par erreur. On est méchant avec Farsight parce qu'il est quand même assez bon pour sa valeur en points, il va être capable quand même d'aller meuler au corps à corps, Oui. et il est au moins joué par une personne en France. On continue avec autre entrée donc super forte, ça va être le commandeur. On va se focaliser sur au moins 2 profils, en tout cas qu'on va mettre ensemble, et on mettra le Battle Suite juste après, puisqu'en commandeur, on va avoir le Crisis à 72 points, en slip et en enforcer à 76 points. Quelle est la différence, s'il te plaît? La différence principale, c'est que l'enforcer, il a plus 1 point de vie et que le Crisis, lui, pour 15 points, peut faire passer sa sauvegarde à 2+. D'accord. On va quand même vous proposer certains profils puisque, comme on le disait, la Crisis va être à 72 points en slip. Configuration full lance-missile, donc avec 4 systèmes de missiles, donc 8 tirs à 183 points. Dans une version toujours full lance-missile en enforcer à 172 points. On a aussi trouvé une version hyper agressive qui est basée un petit peu sur l'index avec version 4 fuseurs à 160 points et aussi une toute nouvelle version, à savoir la Cyclo Harasseur à ion à 148 points. Qui n'est pas forcément nouvelle, mais en tout cas le profil de l'arme a changé. Maintenant, c'est une arme qui a 2 profils en fait, soit assaut 3, force 7, -1, 1 dommage, soit maintenant assaut 3 également, force 8, -1, D3 dommage. C'est juste 12 tirs. Ça fait 12 tirs le bonhomme, voilà. C'est super fort. À savoir que pour qu'il coûte un peu moins cher aussi, on peut lui en mettre que 3 et un système de ciblage avancé. Et au niveau des stats, c'est assez similaire en fait. D'accord, donc en fait, le -1 vaut 3 tirs en plus. C'est ça. D'accord, le -1 en PA. Comme vous l'avez vu, les commandeurs sont vraiment une des putain, c'est un peu vulgaire, mais il faut vraiment insister là-dessus. C'est écrit dans le codex, ça. Ouais, c'est ça, fuck, entrée du codex. Là, on s'attaque au commandeur Colstar, qui vaut 90 points en slip. Il a quand même la particularité pour le coup d'avoir un mouvement natif de 20 fucking pouces. C'est énorme, il touche à 3 au corps à corps d'habitude, à 2 au tir, force 5, endurance 5, 6 points de vie, 4 attaques, commandement 9.
et 3+. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son équipement et ses aptitudes? Alors déjà, sa règle spéciale Costar, c'est ce qui en fait une entrée formidable. Pour moi, peut-être la meilleure, voire la deuxième meilleure entrée du codex. C'est un évent de chasse, en fait. Quand il advance, il fait 20 pas de plus, donc 40. Au lieu de D6. Voilà. À savoir que ça, c'est la grande nouveauté. C'est pour ça que le Costar est incroyable dans ce codex. C'est que maintenant, il peut prendre toutes les armes qu'il veut au lieu d'être limité à ce qu'il avait en index. Modulo le cyclo-araseur. À savoir voilà, qu'il ne peut pas prendre de cyclo-araseur à ion. Et heureusement, parce que là, sinon, ce serait l'entrée la plus pétée du codex. Mais du coup, on peut quand même l'équiper comme on veut. Et en fait, il y a une infinité de possibilités, genre full fuseur qui se déplace à 40 pas, voilà. Ou full ratata 138 points. Sur lequel on mettra le canon à induction surcadencé, un autre canon à induction, un autre canon à induction et un système de cible à lancer pour au final avoir 16 tirs de force 5 PA-1. Ou full plasma en Borkan, ce serait pas mal aussi, parce qu'il y aura plus de portée pour le tir rapide. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a commencé à en parler, à dessiner un petit peu cette entrée quand on parlait des traits de seigneur de guerre et la faculté de pouvoir, mais je pense que ça va être une obligation, advance et tirer normalement. Ça va juste en fait offrir la possibilité de bouger de 40 pas, poser son socle, tu l'as dit tout à l'heure, de 60 mm n'importe où, toujours à plus d'1 pouce de l'ennemi, mais n'importe où, et d'aller sniper n'importe quoi. Le mec, il va être capable d'aller voir un reboot et lui faire « Coucou, tu vois mes fuseurs ? Dans ton cul !» ou n'importe quoi d'autre qui seront peut-être plus rentables. Hein. Mais on pense à toutes les bulles d'interdiction qu'on essaie de se faire autour d'un Stormraven pour éviter les frappes en profondeur à 18 pouces ou ainsi de suite. Là, lui, il va être capable de s'en foutre. Il vole, il fait ce qu'il veut. Il est extraordinaire. C'est un peu de la frappe en profondeur sans limitation de distance. Après, ce sera probablement un peu une unité suicide, du coup, mais si à chaque fois elle enlève quelque chose de fondamental dans la liste en face, ça en vaut la peine. Carrément. Ensuite, on va continuer. On sort des profils surpétés pour parler de Jackie l'éthéré. On passera après aux éthérés nommés. On va juste d'abord s'attarder sur la faculté d'un éthéré générique, de son coup en point, pour après le comparer justement aux autres. L'éthéré a 2 coups en point. Le premier, il est à 45, c'est-à-dire avec ses pieds, ou à 50 en overboard, donc sur son petit disque pour augmenter sa rapidité. Au niveau de son profil, on est sur un flanc, il bouge de 6, il touche à 3 corps à corps, il touche à 4 au tir, force de 3, endurance 3, 4 points de vie, 3 attaques, commandement 9, 5+. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est un totem. 3+ au corps à corps, pour du taux, c'est pas mal. Pour un flanc, mais il va te mettre de la gélatine partout, le garçon, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses capacités SP, puisque c'est ça qui en fait une bonne entrée? Oui, c'est clair qu'on ne prend pas pour ses capacités de corps à corps. Encore physique. Encore qu'il peut avoir pour 1 point une arme de corps à corps qui lui donne plus 1 PA. Enfin bon. Alors surtout l'éthéré, l'avantage des éthérés, c'est qu'il va donner son commandement de 9 à toutes les unités autour, ce qui est très utile parce qu'on le verra plus tard, il y a beaucoup d'entrées tôt qui peuvent avoir des très grosses unités. Et surtout, les éthérés ont l'invocation des éléments, qui est un pouvoir très très utile. En fait, on nous donne le choix entre 4 pouvoirs par tour à déclarer au début de la phase de mouvement, soit la sérénité de l'onde qui permet de soustraire 1 au test de morale effectué pour les unités amies à 6 pas, le typhon de feu qui permet à 6 pas également de relancer les jets pour toucher de 1 pour toutes les unités qui n'ont pas bougé. Une source de nouveau de relance D1. Voilà, qui permet d'ailleurs en général de le lancer avant même de faire les désignations laser des cibleurs pour déjà avoir relancer les cibleurs. C'est ça. Ensuite, dureté de la pierre, probablement le meilleur. Chaque fois qu'une figurine dans une unité affectée perd 1 point de vie, jetez un des 6 sur un 6, cette unité ne perd pas son point de vie. C'est très utile, ça permettra même d'annuler les blessures mortelles des Riptides, que les Riptides se font elles-mêmes avec leur réacteur, donc ça c'est très sympa. Ensuite on a la grâce du Zéphyr qui est... Excuse-moi, c'est un super anti-psy. C'est finalement le deuxième anti-psy du codex. Putain, vous gavez les mecs. On a trop de chance, trop de chance. Et enfin, grâce du Zéphyr, vous pouvez relancer le dé lorsque cette unité affectée advance. Voilà. Ça peut être sympa pour aller chercher une relique, pour aller prendre un objectif en fin de partie, ce genre de choses. On peut penser que c'est anecdotique, mais en fait, c'est comme tout le reste du codex, c'est de la synergie. Parce qu'avec le monde K d'un commander, donc où tout le monde peut advance sans malus, et ben là on pourra relancer les advances. Et avec Viorla qui advance en permanence, et ben ça permettra de fiabiliser le mouvement. C'est très très bien. C'est une super entrée, excuse-moi, on commence à un petit peu voir les différents choix qu'on va avoir au sein des QG, on va venir sur les personnages nommés juste après, mais en général on va avoir un commandeur sous testostérone, et derrière on va avoir un petit éthéré et un petit cadre Fireblade, ou un deuxième éthéré si on en veut 3. Ça me permet de le mettre en comparaison directement avec Lonva, qui lui est un personnage qui est 7 taux, donc si vous voulez pas casser votre détachement, ça sera automatiquement joué en taux. Il vaut quand même 95 points, donc c'est quasiment le prix de 2 éthérés. 2 éthérés overboard, donc super stylé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, si ce n'est qu'il touche à 6 au corps à corps, il est encore moins bon qu'un éthéré. Il touche à 4 au tir, il a force 2, donc en fait je crois que c'est
C'est un éthéré paraplégique. Mais c'est exactement ça, il est sur un fauteuil roulant. Ah, d'accord. Un fauteuil roulant volant, mais un fauteuil quand même. Pas de blague sur les cotorets. Aucune blague, Pas de- c'est pas le de cas, blague sur les cotorets. il est comme ça. Pas En de plus, blague sur les cotorets. pire, c'est un hologramme maintenant dans le fluff, il est mort. D'accord. C'est d'où de la force 2. Alors, en fait, il coûte un peu plus cher pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est un éthéré normal, mais qui pourra lancer 2 de ces grandes incantations par tour. Donc, par exemple, au pif, le typhon de feu pour la relance des 1 et la dureté de la pierre pour le Feel No Pain. À savoir aussi qu'il a un trait qui est très intéressant, c'est loyauté suprême. Tant qu'Onva est sur le champ de bataille, vous pouvez relancer les tests de morale pour les unités de tour empire amis sur toute la table. C'est Et fort. ça, c'est très bon. Excuse-moi, hein, mais on le voyait tout à l'heure, on avait la commandeur Shadow Sun qui était Tau, on a aussi Onva de l'Empire Tau. Ça fait qu'on va être capable de faire une liste un petit peu fun avec ce set-là, avec plein de petits personnages Oui, nommés, et absolument. c'est sympathique. Hein. De toute façon, c'est le Septo qui a le plus de personnages. Donc. Ensuite, excuse-moi, je voulais quand même m'attarder sur Paradoxe de dualité. Lorsque cette unité est attaquée en phase de tir, elle peut transformer la PA de l'attaque en bonus au lieu de malus à sa caractéristique de sauvegarde. Il a une sauvegarde de 5+. Je trouve ça assez rigolo, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non, c'est rigolo. D'accord. Non, mais c'est vrai, c'est rigolo, c'est un truc assez original. Et ça sert une fois D'accord. par 10 parties. Mais... Ensuite, en tout cas, on va le mettre quand même en comparaison avec un autre personnage qui lui vaut beaucoup moins cher, à savoir On-Shi, qui est pour le coup un Viola. Il vaut 60 points. Il touche à 2 lui au corps à corps. Ouais, c'est à un 4 étiré de corps à corps. Ouais, c'est rigolo. Hein. Mhm. Il est quand même équipé d'une lame de duel. Oui. Je la trouve plus stylée avec un bâton. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Mais c'est un bâton avec 2 épées. En D'accord. fait. Eh bien, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il a plus 2 en force, donc il va taper à 5, attention, l'éthéré, à 2+, donc c'est pas mal. En plus, il a 5 attaques, donc il peut surprendre. Et c'est marrant, enfin, je dis le mot surprendre volontairement, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois qu'on le sort en partie contre un joueur qui ne sait pas à quoi s'attendre. Il est très surprenant. C'est un éthéré qui va mettre des petites claques à un prince démon, ou des trucs assez rigolos. À savoir qu'effectivement, lui aussi, il a son invocation des éléments. Il a un générateur de bouclier, il a une invue à 4+, donc raison de plus pour l'envoyer au corps à corps. Enfin, bon, il a une enduit de 3, mais... Et alors ensuite, on a une caractéristique assez sympa, c'est le maître dueliste, qui va lui permettre au corps à corps, à début de chaque phase, de choisir entre avoir ses attaques qui ont une PA de -2 ou de relancer ses sauvegardes invulnérables ratées. Donc typiquement, comme c'est à chaque phase de corps à corps, on va utiliser la sauvegarde mais plutôt à la phase de son adversaire si on n'a pas chargé parce qu'il va frapper en premier, et la PA à notre phase si on a chargé. Enfin, Joe On-Shi, il rigole pas des masses parce Non. qu'il va quand même te balancer 5 patates de force 5, -2, damage 1. C'est ça. À savoir qu'il est Viola, et du coup, comme on le sait, c'est le set qui se déplace, qui a les bons stratagèmes pour ça, c'est probablement un auto-include dans la liste. Et ça, c'est cool. Pour moi, un autre auto-include de quasiment, là, pour le coup, toutes les listes, ça va être le cadre Fireblade, puisqu'il a quand même la faculté de tirer sur du 2+. Il vaut que 42 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui et comment l'équiper, ou en tout cas, comment est-ce qu'il est équipé? Alors déjà, de toute façon, c'est une source de désignation laser fiable, parce qu'il en a un obligatoirement, il touche à 2+, ça permet de commencer la chaîne de désignation laser. Pour avoir la relance des 1 automatique. C'est ça. Ensuite, sa principale caractéristique qui est vraiment très intéressante, c'est le feu redoublé. Ouais. Alors je vous le lis, les figurines des unités 7 à 6 pas ou moins d'un cadre Fireblade ami peuvent effectuer une attaque supplémentaire avec leur pistolet à impulsion, carabine à impulsion et fusil à impulsion lorsqu'elles tirent sur une cible à mi-portée ou moins de leur arme. Alors, tout ça, ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est ce qui permettait d'avoir l'énorme combo de porte-avions drone avant. Et là, en fait, on va retrouver ce combo, par exemple, avec le set Borkan, qui, avec leur trait et un drone d'accélération, vont tirer à 42 pas, et seront à mi-portée de tir rapide à 21, et grâce au cadre Fireblade, auront tous 3 tirs à 21 pas. Ça devient un petit peu débile, puisque ça fait... Enfin, débile, entre guillemets, ça devient un petit Dans peu mon très sens. trop fort, puisque ça veut dire que 12 guerriers de feu de base, quel que soit leur type, à partir du moment où ils seront en arme à tir rapide, vont balancer 36 tirs, C'est ça. à un peu moins de 20 pouces. 15 pas, C'est vraiment 15 fort. pas sans le trait de Borkan. C'est très fort. Surtout en contre-charge. Ouais, c'est vraiment un super personnage. Il coûte pas cher, donc dépendamment dans le milieu dans lequel on va jouer, on va être capable de se faire des petites bulles. Hein. Tu parlais de porte-avions, mais c'est assez sympa et fleuve d'avoir dans un Devilfish 11 guerriers de feu et Jack le Fireblade. Absolument. C'est vraiment sympa. À savoir aussi, moi j'aime le préciser, qu'il a enduit 3, mais il a 5 points de vie, soit plus qu'un lieutenant primaris. Pour Et 42 points. Voilà. C'est vraiment, non, franchement, c'est vraiment Costaud. une super entrée. On enchaîne avec Dark Strider, le cibleur le plus connu de toute la galaxie.
On l'aime bien ce petit bonhomme. Il vaut uniquement 45 points. On en parlait tout à l'heure, mais c'est des petits persos qui vont vraiment être pas chers. Il est réservé à l'Empire Tau. Et tu dis que mi bout à bout, tous ces petits persos vont vraiment te donner envie de jouer ce set-là. Au niveau de sa caractéristique de mouvement, il bouge de 7. Il touche à 3 au corps à corps, à 2 au tir. Il a force de 3, endurance 3, 5 points de vie, 3 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 5. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit gars? Alors pareil comme le cadre Fairblade, donc il touche à 2+, donc c'est pareil, c'est une source d'origine des désignations laser, donc ça c'est très sympa. Et à savoir que lui, il a des caractéristiques vraiment très très intéressantes, et je pense qu'en jouant tôt, c'est un auto-inclus, surtout qu'en plus il va encore renforcer le trait de 7. C'est notamment donc le repli défensif. Les unités d'infanterie 7 tôt amis à 6 pas ou moins de Darksider à la phase de tir peuvent attaquer avec leurs armes de tir, même si elles ont battu en retraite à ce tour. C'est-à-dire que on va se faire charger la phase d'avant et déjà foutre le feu avec l'Overwatch, et à la phase d'après, on va pouvoir se désengager avec ce qui est toujours vivant, et tirer. Et ça, c'est ouf. C'est bien que tu le soulignes, c'est que même si c'est de l'ordre du 3, quoi. Ça, si tu t'en vas envoyer la foudre, il faut quand même toujours être vivant. On va quand même noter la règle avant-garde au début du premier round de bataille, mais avant d'entamer le premier tour. Donc quand on sait qui commence, vous pouvez déplacer Darkstrider jusqu'à 7 pouces et il ne peut pas terminer son mouvement à moins de 9 pouces de toute figurine ennemie. À savoir quand même que c'est précisé, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Si les deux joueurs ont des unités capables de se déplacer au début du premier round de bataille, mais avant d'entamer le premier tour, le joueur qui prend le premier tour déplacera ses unités en premier. Ce mouvement d'avant-garde, on va le retrouver parce que les croûtes longs et les cibleurs aussi. À savoir que Darksider a une deuxième capacité qui est très intéressante, c'est l'analyseur structurel. Alors, je vous lis pas, c'est un peu long, mais en gros, n'importe quelle figurine ennemie en ligne de vue de Darksider pourrait être désignée par Darksider, et lui ensuite désignera une unité d'infanterie amie à 6 pas de lui, et cette unité, quand elle tirera sur cette unité adverse, aura un bonus de +1 en blessure. C'est ça. Et on le disait tout à l'heure, hein, mais il y a très peu de choses qui améliorent les jets de blessure dans le jeu. Et ce genre de choses est vraiment pas mal. On le sent, il va être avec d'autres potes de type infanterie, donc il va avec une grosse unité de guerriers de feu, quel que soit leur type. Hein. Et les mecs, ils ont déjà de base une force de 5, et ça va quand même juste leur permettre de blesser les Space Marines sur du 2. Et c'est très fort avec des Breachers qui, eux, ont force 6 au corps à corps. Donc on peut débarquer d'un Devilfish 10 Breachers avec Darksider et aller cibler même un serpent en du 7 qui sera du coup blessé à 4+, ou un prince démon en du 7. Exactement, il y a vraiment pas mal de choses à faire. On précise quand même que ça ne remplace pas son tir de désignateur laser, c'est une faculté en plus. Et ça, c'est vraiment cool. Un autre mec cool de la galaxie qui est connu, c'est un petit peu le Pasque des Taux, qui est aussi encore une fois réservé au set Taux. Donc c'est vraiment pas mal de choses mis bout à bout qui en termes de charisme apporte énormément de choses à ce set. C'est l'ami Longstrike. Ami du studio, c'est l'ami du studio, Longstrike. On doit lui payer son char. Nous, de toute façon, à partir du moment où on va le prendre systématiquement en full option, c'est-à-dire salade tomate oignon, à 191 points, full équipé. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs sur ces deux choix d'équipement possibles, à savoir le canon rail ou le canon à ion? Alors, à savoir que le canon rail, c'est la grosse déception du codex. Voilà, c'est dit. Ça n'a pas changé. C'est une arme inutile parce que lourde 1. Donc, lourde 1, D6 dommages. À partir de là, peu importe la force, peu importe la PA, ça sert à rien. Sachant qu'on a tous espéré que les Charteaux auraient le double tir comme l'Astra Militao, mais non. Du coup, ça reste lourde 1. Donc, on va lui prendre plutôt, pour ce prix-là, le canon à ion qui, lui, a été bien buffé. Et on trouve... Excuse-moi, il est pété. Voilà. En surcharge à 60 pas. C'est lourde D6, force 8, PA-2, 3 dommages flat. Et ça fait mal. Excuse-moi, c'est un peu écrit anti-custodes. Non, c'est super fort. Il faut quand même noter que si vous obtenez 1 sur au moins un jet de touche, le porteur subit une blessure mortelle à partir du moment où tu as utilisé le profil que tu viens de citer, puisqu'il est en surchauffe. La seule faille de Longstrike, c'est quand même qu'il a un profil dégressif. Même si il touche à 2 quand il est plein potentiel, il a quand même un profil dégressif, il faut quand même le souligner. Alors après, son profil dégressif, il est pas terrible, il est pas très grave parce que Longstrike touche à 2 de base, mais il donne +1 pour toucher au Hammerhead autour de lui et lui-même. Donc en fait, il touche à 1+ de base, c'est-à-dire qu'avec son profil le moins bon, il sera à 3+. A savoir aussi qu'il a la règle spéciale qu'il traite toutes les désignations laser comme étant +1. Ce qui est utile si on est arrivé que jusqu'à 4, on aura le 5 avec lui. Il touchera à +0. C'est assez important de le souligner puisque pour moi la seule faille c'est qu'il a une bonne force, il a un damage flat 3 mais il a que -2 en PA. Et ça fait que pour aller chercher des Dark Reapers dans une ruine, ils ont une sauvegarde à 4+. Et si jamais il y a les bons désignateurs laser de poser dessus, leur save passera de nouveau à 5. Et ça c'est vraiment sympa.
C'est ça. Et une dernière règle très utile, alors moins contre les Dark Reapers, mais pour le chasseur de chars, c'est que contre les véhicules et les monstres, Long Strike, il ajoute +1 à CG pour blesser. C'est-à-dire que même avec le canon ionique qui est à force 8, eh ben, il sera quasiment à 2+ ou 3+ sur tout. Tu parlais tout à l'heure de sa faculté aussi d'ajouter +1 à ses jets de touche. C'est une bulle, c'est à 6 pouces pour les Hammerhead. Donc en fait, quand tu vas le jouer, tu vas quasi systématiquement aller chercher un Hammerhead en soutien, mais on y viendra surtout tout à l'heure. Surtout quand en format, par exemple, sans doublette, eh bien, on pourra avoir un Long Strike et un Hammerhead, et c'est probablement systématiquement à prendre avec le 7 tours. C'est la première fois justement qu'on s'attaque à un véhicule au sein de ce codex. Ici, en l'occurrence, au niveau des QG. Il faut quand même noter la particularité que l'ami Long Strike a le choix ou pas d'avoir 2 drones arrimés. En tout cas, il a la règle des arrimages s'il choisit de les avoir, à savoir que les 2 gun drones peuvent se désarrimer au début de votre phase de mouvement, comme s'ils débarquaient d'un transport. Après cela, ils sont traités comme unités séparées, ils ne peuvent pas se réarrimer pendant la bataille. C'est très bien. C'est anecdotique, mais ça permet de faire des choses assez rigolotes. Par exemple, quand on tient un objectif ou le centre de table et que ton adversaire veut t'en empêcher, il va te détruire le véhicule et toi tu vas désarrimer les 2 drones qui eux gardent l'objectif. C'est vrai que je l'ai déjà fait, c'est trop marrant. Très fort. Au même titre qu'un débarquement pour aller chercher un broyeur de ligne, dépendamment des scénarios qu'on va utiliser. Faut aussi ne pas oublier que c'est considéré comme une unité séparée. Donc ça veut dire que si pour le coup votre adversaire doit péter une unité et que ces 2 drones se sont détachés, il aura juste à retirer ses 2 petits points de vie et pour le coup il marquera son objectif. C'est aussi intéressant, excuse-moi de préciser, que tant qu'ils sont arrimés, j'utilise la capacité de tir du conducteur et quand ils sont désarrimés, ça reste des drones qui touchent sur du 5. C'est ça. On a fait le tour des QG. Je trouve qu'encore une fois, c'est sympa, quoi. On a du personnage nommé qui va rendre encore plus charismatique le set tôt. On a aussi une latitude énorme en termes de stratégie. On va avoir les gros tons qui sont les commandeurs et on va avoir 3 façons de les jouer. On va avoir les petits éthérés qui vont être des totems et on a aussi les petits, soit le cadre Fireblade qui est Jackie qui sort de son transport, qui va mettre un coup de laser dans l'ennemi et qui va faire tirer ses potes. On a aussi un cibleur nommé. Franchement, c'est juste super cool, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choix. C'est très bien. On s'attaque maintenant au gros du codex avec les troupes. Il n'y a que 3 choix possibles, mais putain, ce qu'ils sont bons. À noter quand même qu'ils ont la particularité pour les 3 d'avoir vu leur coût en points baisser de 1 point, ce qui va complètement révolutionner le game du taux en rendant les armées populeuses vraiment jouables. Il y a quelques concepts de liste par le passé qui mettaient des gros blobs, on va dire, avec plein d'infanterie dedans. Le fait est que là, vraiment, de jouer de la masse va être clairement viable. On s'attaque maintenant au Breacher. Il vaut que 7 points. Il est jouable de 5 à 10 figurines, donc de minimum 35 points à 70 points hors équipement. Il a le profil d'un taux de base, à savoir un mouvement de 6, il touche 5 au corps à corps, à 4 au tir, force de 3, endurance 3, 1 point de vie, une attaque, commandement un petit peu faiblard à 6 et 7 pour le sergent, à savoir le chassouille, et une sauvegarde à 4+. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son équipement et sur l'utilité, on va dire, de ce genre de troupe? D'accord. Eh bien, les Breachers, moi c'est une unité que j'affectionne particulièrement, c'est une unité assez spéciale qui a une arme d'assaut 2 qui tire soit à 15, soit à 10, soit à 5 pouces avec un profil progressif. C'est-à-dire que plus on est proche, plus il fait mal. Il passe de force 4 à 5 puis 6 et PA 0, -1 puis -2. Et moi je trouve que c'est une unité géniale parce qu'en fait beaucoup de gens se plaignent que c'est utile qu'à 5 pas. Et bien je ne suis pas d'accord parce que même à 15 pas, assaut 2, force 4, et ben c'est du bolter, ça fonctionne. Donc avec par exemple le set Vior là, on va advance tous les tours en s'approchant de son adversaire avec nos grosses unités de 10 qui vont être une vraie menace parce que plus on va s'avancer, plus il va être urgent pour ton adversaire de tuer de la troupe. Et ça, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, puisque là, en l'occurrence, on regarde les Breachers et à 10 pouces, ils vont avoir une force de 5. On verra que les autres unités, on va dire, de troupes, modulo les croûtes, ont aussi une force native de 5. Mais ça veut dire que tu vas être systématiquement obligé de focus tes troupes. Et il va falloir ce qu'il y a à côté en termes de menaces. Donc ça va être assez intéressant de voir. De la taxe. Exactement, ça sera plus du tout de la taxe. Pour 7 points, c'est vraiment, vraiment fort. C'est assez rigolo de voir comment est-ce qu'ils ont positionné justement ces valeurs de troupes à 7 points pour pas mal de codex. On pense aux démons, on pense à pas mal de, multi-dieux, on pense maintenant aux Breachers. Est-ce que c'est vraiment pour t'inciter à en jouer beaucoup pour ça? Je trouve que en tout cas, cette valeur de 7 est très intéressante. Mais surtout, moi je pense qu'ils ont une règle spéciale qui incite à aller en jouer beaucoup, c'est uni par le couteau rituel. Ouais. Si vous obtenez un 6 lorsque vous effectuez un test de morale, le test est automatiquement réussi. Donc ça incite à jouer des grosses unités, surtout que, comme on l'a vu, il y a énormément de synergie avec plein de trucs, donc plus de tirs, plus de synergie. On peut très facilement leur donner un éthéré soit 6 pouces, soit 9 pouces, modulo un trait, pour leur donner commandement de 9. C'est ça. À savoir que pour les Breachers, comme pour les Strikes qu'on va voir juste après, on peut toujours les faire accompagner de 2 drones, donc soit du gun drone, soit du drone de désignation laser, soit du shield drone, et le drone spécial pour les Strikes et les Breachers.
Le Guardian Drone qui offre un champ Guardian. Donc les Guardian ont une sauvegarde invulnérable de 5+, les Breacher Team à 3 pas au moins d'un Guardian ami ont une sauvegarde invulnérable de 5+, aussi. Et c'est très bien. Alors évidemment on peut cibler les drones séparément, mais si on le cache derrière quelque chose ou s'il n'est pas ciblé, ben c'est très bien parce que ça permet de résister à toute la période -2. Exactement. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais maintenant on va parler justement des Strike Team. Ils sont jouables avec la même valeur en points, c'est-à-dire 7 points l'unité de 5, mais cette fois-ci jusqu'à 12 au maximum, donc 84 points à 12 en slip. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, leur équipement et encore aussi leur façon de jouer? Alors, je pense qu'il va y avoir 2 écoles pour cette unité maintenant, parce qu'il y aura le fusil à impulsion, qui c'est l'arme à force 5 portée 30 pas, qui va passer à 36, voire 42 en Borkan. Qui est tir rapide, hein, donc c'est des synergies dont tu parlais tout à l'heure. C'est génial. Soit avec une carabine à impulsion, qu'on a très peu joué jusqu'ici, et qui sera peut-être jouable avec Viorla, en fait, vu l'Advance permanent. Exactement, qui a une portée uniquement de 18. Pour rappel, ils bougent de 6, donc ils sont à 24 pas de portée effective, plus un des 6, donc en général ils vont être aux alentours de 27-28. Et ça rigole pas des masses. Hein. C'est ça, et surtout qu'à 7 points l'unité, moi je pense qu'on va systématiquement en mettre des unités remplies, plutôt que le MSU, qu'on a eu plus l'habitude de voir. Pour Multiple Small Unit, qui justement était une des seules façons de jouer tôt, on va dire un petit peu optimisé, c'est-à-dire qu'on se forçait l'adversaire à tirer sur plein d'unités différentes pour survivre plus longtemps. Et on payait les troupes surtout comme de la taxe. Alors maintenant que c'est une unité vraiment, vraiment utile, on va en faire des grosses unités très fortes. Autre unité intéressante, pas pour sa létalité, mais pour ce qu'elle va justement débloquer au sein de ce codex, c'est les croûtes carnivores, qui eux valent encore moins cher puisqu'ils sont à 5 points, ils sont jouables de 10 à 20, donc de 50 à 100 points. Ça offre un excellent cordon et ils sont pas non plus ridicules aussi bien au tir qu'au corps à corps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces gags? Alors l'énorme avantage du croûte carnivore, c'est un des meilleurs écrans du jeu en soi. Grâce à la règle chasseur discret que je vous lis, au début du premier round de bataille, mais avant d'entamer le premier tour, donc une fois qu'on sait qui commence, vous pouvez déplacer cette unité de jusqu'à 7 pas. Elle ne peut pas terminer son mouvement à 9 pas de l'adversaire, etc. Mais c'est surtout l'avantage qu'on va pouvoir avancer toute cette armée, une énorme ligne qui va pouvoir repousser les frappes en profondeur adverses encore plus loin. C'est extraordinaire. En fait, il faut savoir que si tu as le tour 1, c'est extraordinaire. Parce que tu vas pouvoir avancer et à ton prochain tour encore plus interdire la zone de frappe en profondeur. Et même si tu l'as pas, ça permet encore une fois d'additionner les bulles. Il ne faut pas oublier qu'une bulle de 9 pouces s'additionne avec son voisin et ça fait un cordon de 18 pouces sur lequel la personne ne peut pas rentrer. Et donc en général, on va être entre 18 et 24 pouces de son ennemi, dépendamment de la façon de se déployer. Là, on va pouvoir s'avancer de nouveau de 7 et donc empêcher l'adversaire de rentrer chez nous. C'est ça. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Ça va bloquer des GK avec une portée de tir rapide à 12 pouces. Ils vont être obligés de tirer sur le cordon. Ou alors des oblitérators qu'on va pouvoir mettre dans le vent et qui, eux, on va avoir une portée de 24. Donc en jouant bien, il suffit juste de reculer un petit peu sa riptide ou ce genre de choses et on va complètement fucker un adversaire. Hein. C'est vraiment, vraiment fort. En plus que c'est même pas de la taxe, du cordon complètement inutile parce qu'ils ont des armes à tir rapide 24 force 4, donc des bolters. Et en mêlée, ils ont force 4 au corps à corps. Il faut quand même noter donc, encore une fois que c'est des taux donc, qui tirent à 4+, mais eux au corps à corps ils touchent à 3+. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Ça reste des profils de Space Marine avec leurs petits points, sauf qu'ils valent que 5 points. Et ça, c'est vraiment, vraiment bon. Hein. On enchaîne avec les slots d'élite. Bon, même si ça fait un petit peu mal au cul de parler d'élite quand on parle de croûte. Là, on va parler du croûte Shaper qui coûte 31 points, qui a un profil de scout standard, à savoir qu'il bouge de 7, il touche à 3+ au corps à corps, à 4+ au tir, force de 3, endurance 3. Il a quand même 5 points de vie, ce qui n'est pas dégueulasse pour un perso à 31 points. Et c'est un personnage. Exactement. Qui peut porter une relique. Exactement. Il a 3 attaques, un commandement seulement de 7, mais bon, ce n'est pas son rôle, et une sauvegarde à 6+. Il a surtout l'aptitude sage en son genre. Les unités croûte à 6 pouces ou moins d'un croûte shaper ami peut utiliser sa caractéristique de commandement au lieu de la leur quand elles effectuent un test de morale. Et surtout, le shaper ordonne, à savoir relancer les jets de blessure de 1 pour les unités croûte amis à 6 pouces ou moins de cette figurine. Et on en parlait tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir des relances de blessure dans ce jeu. Et quand on peut en avoir, surtout pour 31 points, ça vaut limite le coup d'utiliser sur un cordon pour le rendre plus punchy. C'est ça. Ou le cordon, ou comme on le verra, les Croûtox Rider. Mais en tout cas, c'est vrai que pour juste 31 points, ça vaut le coup de booster un tout petit peu ces cordons de grosses unités qui sont finalement assez utiles. Et comme l'adversaire n'a pas envie de tirer dessus, il y a des chances que ça dure plus longtemps dans la partie. Exactement, et même pour débloquer une brigade, tout simplement, ça fait un choix pas cher, efficace, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir le Croûtox Rider, le chevaucheur de Croûtox, qui vaut lui que 34 points. Pour le coup,
Je sais que c'est très bizarre parce qu'on est dans un codex tome, mais pour moi c'est un vrai coup de cœur. Il faut quand même noter que pour 34 points, on a un profil qui est quand même vraiment bon, à savoir mouvement de 7. Il touche à 3+ au corps à corps, il tire à 4+. Il est force 6, endurance 5, il a 4 points de vie, 2 attaques, commandement de 6, mais on s'en bat les couilles, et une sauvegarde à 6. Pour son coup en point, c'est vrai. Mais pour son coup en point, il va quand même avoir un tir rapide à 48 pouces de force 7, moins 1, D3 damage. Attends, c'est fort. Quand tu ramènes ça au prix du point de vie et de sa capacité de tir, bah c'est une super bonne surprise. C'est vrai que c'est une entrée très intéressante. Le seul problème pour moi de cette entrée, c'est que la figurine est extrêmement laide. C'est pas faux. C'est pas faux. Le fait est que, franchement, alors on n'est pas dans la planète des singes, mais attends, réellement, on n'aura peut-être pas envie d'aller chercher du Groot dans une liste tôt, mais putain, c'est quand même une super bonne entrée pour 34 points. Et en tout cas, pour finir avec le Croutox, c'est sympa parce que quand même, pour 34 points, ça va te permettre d'aller chercher une petite brigade ou ce genre de choses. T'en parlais tout à l'heure, mais on va avoir besoin de beaucoup de points de commandement quand on est tôt. Je dis pas que ça va être facile de trouver entre 3 et 6 slots dans chaque type, mais le fait est qu'en élite, ça va être relativement faisable. Ça nous permet d'enquiller avec les XV25 Stealth Battlesuit qui coûtent maintenant 28 points, qui sont jouables de 3 à 6, donc 84 points dans leurs effectifs minimum. Il y a un petit stratagème qui va être assez sympa, tu vas nous en parler juste après. Il y a quand même eu une grosse modification au niveau de leurs règles et de leur utilité, déjà au niveau de la balise de position, puisque vous pouvez utiliser une balise de position au début de votre phase de mouvement en la plaçant à 1 pouce ou moins de son unité. Et en gros, une unité amie qui restait en frappe manta ou n'importe où d'ailleurs, pouvait arriver si elle se positionnait entièrement à 6 pouces et plus à 9 pouces maximum d'un minimum de l'ennemi. Et donc en fait, il y avait des synergies, il y avait des combos super marrants à jouer où on allait jouer des crises full lance-flamme. Arriver, courir avec ses stealths, balancer sa balise et les mecs fait paix. Or maintenant, ça va être en début de phase de mouvement. Donc ça va être nettement moins sympa, ça condamne un petit peu plus les crises lance-flammes. On y viendra tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux nous dire que néanmoins sur cette unité, leur capacité, on va dire, létale avec leur équipement et aussi leur petite règle spé type infiltration? Écoute, les stealth, c'est une unité qui est quand même très solide parce qu'ils ont un profil littéralement de primaris en fait, avec 2 points de vie, endurance 4, force 4 et surtout une 3+, le vol et le -1 pour être touché avec leur champ de camouflage. Ouais, mais t'oublies qu'ils ont quand même un micro-pénis. Ils ont un micro-pénis sous la forme d'un canon d'assaut qui tire 4 tirs de force 5. Ah, 18 pouces. C'est ça. C'est pas forcément la meilleure arme parce que de la force 5, on en trouve déjà partout dans le codex. À savoir que tous les 3 bons hommes, on peut avoir un fuseur. Un tir de fuseur à 4+, c'est pas non plus merveilleux. C'est vrai, au niveau des synergies, ils ont par contre un stratagème qui est une petite allusion au codex V7. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je vais vous le dire, c'est le mur de miroir. C'est assez compliqué, ça permet de les téléporter. Alors c'est parti. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de mouvement. Choisissez une unité de stealth de votre armée à 6 pas au moins d'une ghost kill de votre armée. Vous pouvez immédiatement retirer l'unité de stealth battlesuit du champ de bataille et l'y replacer n'importe où à 12 pas au moins de la ghost kill et à plus de 9 pas de votre adversaire. Et ce mouvement ne compte pas comme un désengagement si elles étaient au corps à corps. Bon, elles volent déjà, mais c'est vrai qu'elles bougent déjà de 8. Maintenant, ça va leur permettre de faire un petit strafe gauche à droite d'une ghost kill. Ouais, gros strafe de la ghost kill. À savoir que il y a un petit problème au niveau du wording, parce que ça se fait au début de votre phase de mouvement, tout comme la balise de téléportation, et du coup on ne sait pas trop en fait dans quel ordre on peut le faire. Ouais, c'est ça, on espère une clarification pour définir justement lequel des deux va être prioritaire au niveau de ce début de phase de mouvement, et ça va peut-être donner un second souffle à cette fameuse balise. Et ça nous permet de passer au fucking Crisis, qui sont quand même une excellente unité de ce codex, certes un petit peu chère, mais elles vont vraiment appuyer là où ça va faire mal. Elles sont jouables de 3 à 9, elles sont de base à 42 points. De base, puisqu'il va falloir les équiper. Elles ont 3 choix d'armes / de systèmes de soutien pour être équipées. On a quelques configurations qu'on connaît, à savoir le full lance-flamme, on a le full fuseur, mais là où on va clairement se chier dessus quand on les affronte, c'est en full ratata. C'est ça, avec le cyclo araseur à ion, éclateur à ion, pardon, qui est une arme assaut 3, force 8, -1, D3 dommages, sur lequel on en mettra 2 par crisis avec un système de ciblage avancé. Ça sera plus rentable, hein. On a fait quelques stats, et le fait d'avoir moins en PA est quasi systématiquement plus rentable qu'une arme en plus qui coûte quand même, 18 points. C'est ça. A savoir aussi qu'elles ont un nouveau choix d'équipement, c'est par tranche de 3 figurines dans l'unité, une figurine peut recevoir l'armure Iridium qui la fait passer à 2+. Et ça, c'est juste extraordinaire, hein. On parle que de 15 points et ça va vous permettre en fait de créer pas mal de petits tricks au niveau de l'allocation des blessures. On l'a vu sur certains rapports des custodes, mais dépendamment de la PA de l'arme qui va attaquer, si les figurines sont toutes full PV, on va être capable d'allouer des sauvegardes sur certains. Donc si on a de la saturation, par exemple, sans de PA, on va tout mettre sur la 2+, quitte à, si on en rate une, claquer un petit chamallow pour que derrière, le plus gros tir, on le fasse partir sur une autre. Il y a vraiment pas mal de choses à faire pour casser les couilles de votre adversaire à partir du moment où on va avoir son pool de sauvegarde à donner.
Pour rappel quand même, elles bougent de 8, elles touchent à 5 au corps à corps, à 4 au tir. Elles ont quand même force 5, endurance 5, 3 points de vie chacun, 2 attaques, commandement de 7 et 8 pour le chef. Ça aime pas les Razorbacks quand ça explose. Ah, c'est mortel. Elles ont une sauvegarde à 3, ça tu l'as dit. Elles ont quand même la règle frappe manta et donc on va être capable de les mettre n'importe où. Surtout qu'elles peuvent venir chacune avec 2 drones. Donc par exemple plein de gun drones pour faire un vrai équilibre en fait entre Ratata et Anti-Char par exemple. Carrément. Elles existent dans un profil un petit peu différent avec les XV8 Crisis Bodyguard puisqu'elles vont valoir 3 points de plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elles? Mais les bodyguards, en fait, c'est le même profil que le chef d'unité des Crysis, donc il a plus une attaque et plus un commandement. Et surtout, en fait, elles ont la règle spéciale protecteur attitré qui leur permet sur un 2+, de récupérer les blessures subies par des personnages à 3 pas. Donc c'est pas mal. Après, c'est pas forcément utile, mais surtout, elles ont un avantage particulier en tournoi sans doublette, c'est-à-dire qu'elles ont un mot-clé complètement différent des Crysis. Yes, puisque pour rappel, en fait, dépendamment dans l'écosystème dans lequel vous allez jouer, certains organisateurs vont se baser sur sans doublette, donc pas le droit de 2 unités différentes, et pas le droit de 2 unités similaires. Et pour ce faire, en fait, ils vont choisir d'interdire les doublettes d'entrée ou les doublettes de keyword. Et il y a certaines entrées qui vont avoir le même keyword, d'autres non. Et là, en l'occurrence, c'est jamais le même. On va passer ensuite à une entrée d'élite qui coûte vraiment pas cher et qui est excellente. C'est le Farsight Marksman, qui lui ne vaut que 25 points équipé. Et qui est donc une très bonne source de désignation laser, puisqu'il a CT3. C'est ça, c'est une toute petite figurine qui a une désignation laser donc à 36 pas ou 42 en Borkan, et à 3+, voilà, c'est ça, c'est génial, ça permet d'initier les combos, un peu comme le cadre Fairblade finalement, avec un laser qui est assez fiable. On notera aussi qu'il a des... Donc c'est un personnage, on ne peut pas le cibler, c'est cool. Il a des champs de camouflage, donc il a +2 à l'armure tant qu'il est à couvert, et aussi la capacité de drone connecté qui lui permet de donner +1 de CT au drone sniper qu'on verra plus tard. Et ça, mine de, ça va faire la diff. On passe ensuite à la XV95 Ghost Kill Battlesuit. C'est une entrée extraordinaire. C'est pas la meilleure entrée du codex, mais c'est une putain de bonne entrée puisqu'elle a vu son coût en points grandement baisser. On voit qu'elle est à 164 points dans son profil full fusion. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs déjà sur son arsenal, comment l'équiper, dans quelle optique l'équiper et surtout ses règles spé. C'est ça. Alors il y a 2 profils principaux. C'est le profil full fusion, donc avec le canon lourd à fusion et 2 petits fuseurs sur les épaules, et un profil plus polyvalent avec le cyclo à raser à ion. Et on a le choix, soit des lance-flammes, soit des petits canons force 5, un peu de tout. Moi je préfère la version à fusion parce que c'est une unité qui est très mobile, elle avance de 12 pas. Elle va pouvoir se mettre facilement à portée avec ses fuseurs. Quasiment à 24 pas, c'est ça. Notamment en Borkan, parce que du coup, à nouveau, son collisionneur à fusion, qui est une arme lourde, va passer de 18 à 24 pas de portée, et donc à 12 pas de portée de fusion. Et ça, c'est très fort. À savoir aussi que c'est une unité qui bénéficie maintenant du nouveau système de soutien de bouclier, qui coûtera que 8 points pour elle. Pour lui donner une invule à 4. Et ça, cette salope, elle va être dure à tanker. Et c'est d'ailleurs en fait comme ça qu'on va l'apprécier, la Ghost Kill. C'est limite une unité pour 160 et quelques points que vous pouvez pas sacrifier, mais avec lequel vous allez pouvoir appâter l'adversaire. Avec sa faculté d'être touché sur du -2. On a parlé au début de la vidéo, mais du stratagème qui faisait qu'elle avait de nouveau -1 pour être touchée, cette salope. Elle va être vraiment dure. Donc vous allez vraiment pouvoir la donner à votre adversaire, en tout cas en la mettant même déjà dans vos lignes, puisqu'elle va bouger très vite, mais même si on la met avec sa règle infiltration à plus de 12 pas de l'ennemi au début de la game, et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est 12 pas et pas 9, c'est ça. Et l'adversaire, s'il n'a pas vraiment de grosses unités à fort impact au corps à corps, va devoir mettre énormément de ressources de tir pour la coucher, parce qu'elle a quand même force 6, endurance 6, 10 points de vie, sauvegarde à 3, tu l'as dit juste avant, une invulnérable à 4, une fucking invulnérable à 4. Pour seulement 8 points. Exactement, non, mais c'est vraiment une super entrée. Limite, en tant qu'adversaire, tu vas te poser la question du est-ce que j'ai vraiment envie de la coucher? Absolument, c'est ça. Parce qu'en fait, elle ne fait pas non plus des dommages extraordinaires, mais pour son coup en points, ils sont plus que corrects. Et c'est vraiment une épine dans le pied de l'adversaire. On n'a pas envie de tirer dessus et il faut quand même un petit peu. Parce qu'avec ses 12 pas de mouvement, elle peut aussi et de vol, elle peut très facilement passer par-dessus les lignes adverses pour aller sniper un perso à coup de fuseur. Et là, on passe cette fois-ci à la putain de pépite de ce codex, la XV104 Riptide Battlesuit.
Extraordinaire. La meilleure entrée du codex. C'est- On l'a dit, ça y est, il n'y a plus de surprise. Ah, putain, C'est putain. fini, c'est passé d'Étron en index à Étron en or. Elle est juste extraordinaire. Elle a deux profils. On va lui donner une configuration full ratata avec la Gatling et des missiles sur les épaules avec un système de ciblage et verrouillage de cible pour 262 points et aussi à 292 points avec son accélérateur à ion. Avant que tu nous parles un petit peu de ses équipements et de ses aptitudes, son profil, elle va quand même avoir un profil dégressif. C'est peut-être la seule faille, on va dire, de cette unité-là, même si elle va vraiment pouvoir tanker. Quand elle est à potentiel plein, elle va bouger de 12, tirer sur du 4+, avoir 4 attaques, mais ça on s'en bat les couilles. Force 6, endurance 7, 14 points de vie et 2+ de sauvegarde. Et 5+ de sauvegarde invulnérable de base. À savoir que donc, toutes ces capacités viennent de son réacteur Nova, une capacité spéciale de ouf qui lui permet, pour le coup d'une blessure mortelle par tour, d'activer une des 3 options suivantes. Alors, bouclier Nova, cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 3+. Normal. Voilà, déjà, C'est tranquille. cadeau. C'est cadeau, meuf, t'as 14 PV Voilà. et une save à 2, une invulnérable à 5. Ensuite, accélération, cette figurine peut se déplacer de 2 décipas à votre phase de charge, donc ça c'est le jump shoot jump. Alors le problème c'est que c'est plus situationnel, la 3+, évidemment ça donne plus envie, mais il y a moyen de faire des combos très intéressants avec aussi. Et en tout dernier, la charge Nova, c'est la plus intéressante. C'est pété. Et c'est suivant l'arme dont dispose la figurine, le type de son canon d'induction lourd devient lourd 18 ou le type de son accélérateur à lion devient lourd 6. À savoir donc que les stats du canon d'induction lourd devient donc lourd 18, force 6, -1 PA ou -2 avec le système de cible lancé, 2 dommages. Et ça, c'est monstrueux. C'est complètement monstrueux. Hein. Franchement, pour moins de 300 points, excuse-moi, t'es capable de te péter quasiment n'importe C'est quoi. ça. Et aussi, on a l'option en anti-char complet ou en anti-élite complet avec donc l'accélérateur à ion, où là, on sera à lourd 6, force 9, -3, 3 dommages. Et tu peux même passer à -4, où là, quelque part, t'es un Shadow Sword. C'est un fuseur. T'igures les covers quelque part. C'est ça. À -4, on peut dire que t'as une cover, tu vois. C'est juste une putain. Et puis putain, elle putain vole, d'entrée. Ouais. elle vole, elle profite des drones parce que c'est un battlesuit, c'est une unité donc il va être extrêmement tanky. Et en plus, cerise sur le gâteau de la fin, elle a un stratagème juste pour elle qui lui permet pour un seul point de commandement de doubler son réacteur Nova. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir chaque tour choisir 2 entrées, le bouclier et l'overcharge de ses armes au pif. C'est clairement une unité auto-include qu'on va aller à chaque fois pousser dans les limitations de son cercle de jeu en jouant un maximum. Elle est extraordinaire. On l'a vu sur les playtests, elle est capable de sortir en un coup un Exocrine, elle est quasiment capable de sortir aussi en un coup un Stormraven. À partir du moment où elle touche, et encore une fois c'est la faiblesse des taux, hein, c'est qu'ils ont beau avoir des armes de ouf, c'est pas les meilleurs cibleurs du jeu. Le fait est qu'elle est juste extraordinaire. Vent dans le dos, quand on va avoir 5 marqueurs, elle va être sur du 3+ relance D1. Compliqué d'esquiver ce genre de figurine et surtout, et c'est là où mine 2 le codex commence à prendre forme, elle a une faculté de tanking de ouf. C'est ça, elle est Pour très qu'un peu dure à tu joues ignorer bien, mais elle est exactement. très solide alors. Pour qu'un peu que tu joues bien tes drones shield ou ce genre de choses, elle va être extraordinaire. C'est vraiment une putain d'entrée. Hein. Achetez-en. Carrément. On va ensuite passer aux attaques rapides et on commence maintenant par les Pathfinder Team, donc les cibleurs. Ils ne valent que 5 points en slip, 8 points équipés de leur petit cibleur. Ils sont jouables de 5 à 10. On recommande le spam de fusil à ion pour 52 points les 5 puisqu'ils ont la particularité de pouvoir avoir 3 armes spé en effectif minimum. Et ça, c'est extraordinaire. Et le fusil à ion pour 7 points, c'est une arme géniale. On va surtout parler de son profil de surcharge qui est 30 pas, donc 36 en borcane, lourde D3, force 8, -1, 2 dommages. Ça calme. Et en plus de ça, il faut quand même voir qu'ils bougent de 7, ils touchent sur du 4, ils ont endurance 3, 1 point de vie, une attaque, commandement seulement de 6, 7 sur le chef et une sauvegarde à 5+. Et le petit mouvement d'avant-garde, pardon, je sais que tu allais le dire. Mouvement d'avant-garde, comme les croûtes qu'on a vu tout à l'heure, qui leur permet au début de la partie, après de savoir qui commence, de bouger de 7 pas. Et là, il y a un petit trick très sympa, c'est de les mettre au rez-de-chaussée d'un bâtiment qui n'a pas de ligne de vue au rez-de-chaussée, attendre de savoir qui commence, et si c'est nous qui commençons, mouvement gratuit en haut, et comme ça, elles n'auront pas besoin de bouger et donc d'avoir des malus pour leurs armes lourdes. Est-ce que tu veux nous parler de l'accélérateur d'impulsion? Ah oui, absolument. Et donc les cibleurs sont l'unité qui peut prendre le... L'unique unité, ouais. L'unique unité qui peut prendre le drone accélérateur à impulsion, qui va donc rajouter 6 pas de portée aux armes à impulsion, et donc plus 6 pas encore pour Borkan sur les strikes qui vont donc tirer à 42 pouces. On continue dans les attaques rapides avec les speeders tôt, les speeders du pauvre, les TX4 Piranha, et là c'est encore une déception. Le Piranha, la pire entrée du codex, c'est ça, 70 points en version saturation, 83 points en version fuseur.
Ces glands, donc endurance 5 et 6 points de vie. Ils bougent relativement vite parce que par contre, ils vont bouger de 16. Ouais. Mais le problème de cette unité, c'est qu'en soi, pour son prix, elle est correcte, encore que du ratata, on en trouve partout. Mais surtout, en fait, le problème, c'est qu'on va voir que c'est une unité qu'on peut déployer en escadron, donc c'est des véhicules à 6 points de vie, mais qui ont un commandement de 6. C'est-à-dire que dès qu'on va en perdre un seul, et ensuite qu'on ratera un test de commandement, ils vont partir 6 PV par 6 PV. Bizarre, hein, puisqu'ils sont quand même jouables dans des effectifs assez conséquents, puisqu'on peut les jouer de 1 à 5. C'est ça. Et à partir du moment où on a 2 morts, bah là tu l'as dit, c'était sur un 6, puis sur un 5, ça très vite clairement serrer les compliqué, fesses. Hein. C'est vraiment particulier comme unité. On va ensuite enchaîner avec par contre une bonne surprise, c'est les tactical drones. Il existe pour rappel 3 types de drones avec le gun drone, le shield drone et le marker drone. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la capacité de chacun et leur coût en points? Alors la bonne surprise c'est vrai, mais d'abord une mauvaise surprise, c'est le coût en points. Effectivement les gun drones, ils prennent 4 points, ils passent à 12 points le gun drone. C'est une unité qui a 2 carabines, donc il tire à 18 pas, 4 tirs de force 5, à 5+, évidemment parce que c'est des drones. À savoir aussi qu'ils ont protocole d'identification des menaces, qui n'est pas une bonne nouvelle, puisque à la fin de la phase de tir, les drones peuvent uniquement cibler l'unité visible la plus proche. C'est ça. Aussi, ensuite l'entrée, les shield drones, qui eux sont endu 4, sauvegarde à 4, invulnérable à 4 et feel no pain à 5. C'est évidemment donc la grosse unité qu'on va mettre autour de tous ces battlesuits pour les protéger. Et enfin, les marqueurs drones, qui sont des drones normaux, mais avec un désignateur laser. À savoir qu'ils touchent à 5+, mais ils n'ont pas le malus de se déplacer avec une arme lourde. Heureusement, parce que là, sinon, ce serait très compliqué. Mais la très bonne nouvelle donc, des tactical drones, c'est que maintenant, ils peuvent arriver en frappe manta, donc en frappe en profondeur, par eux-mêmes, sans accompagner de Crasis ou rien. Donc arriver à la fin de leur phase de mouvement à 9 pouces au maximum de l'ennemi, même si on va pas forcément, enfin, même si déjà on pourrait les utiliser avec une grosse unité de gun drone pour sursaturer la gueule de l'ennemi le plus proche, en l'occurrence là où on les a placés. Mais là où on va vraiment tirer la quintessence de cette unité, c'est sur ces enculés de shield drone qu'on va être capable de mettre n'importe où. C'est-à-dire que même dans une gunline chez nous, chez le joueur tôt, on va être capable de faire un cordon de malade où chaque drone va être espacé de 2 pouces pour pouvoir faire tanker, intercepter les tirs sur un 2+, sur n'importe quel battlefield comme tu l'as expliqué. Et on va pouvoir les supporter par exemple un Cold Star dont on a beaucoup parlé, qui va se déplacer de 40 pas et se retrouver très exposé, et bien on peut faire une petite frappe en profondeur de 6 shield drones autour pour le protéger. Même 10 ? Oui, ou 12. Et là, tu dis, putain, le con, il est super tanky. Voilà. Tu crois qu'il va s'exposer. En fait, le mec va devoir dépenser énormément de ressources. Un taux qui va avoir le tour 1, il va avoir, par exemple, comme tu l'as dit, le commandeur qui va avancer, un commandeur quad fusion, par exemple, ou tout ce qu'on a envie de jouer d'un autre côté. Ensuite, on va avoir les drones qui vont se poser et aussi la Guskel qui va avancer. Et là, on va avoir que des menaces qui vont être super tanky en face de nous. C'est ça, c'est très facilement une armée de bastions ou de projections. C'est vraiment super fort. En parlant justement des frappes manta qui vont faire mal, on enchaîne avec les Vespid Sting Wings, qui était déjà une entrée super forte au niveau de l'index et qui là continue d'être extraordinaire puisque c'est 14 points par tête de pipe. On peut les jouer de 4 à 12, soit de 56 à 168 points. Ils bougent de 14. Ils ont, comme je l'ai dit juste avant, frappe manta. Ils ont la particularité de toucher à 4 au corps à corps, 4 au tir, force de 3, endurance 4, qu'on va vraiment apprécier contre du bolter, un point de vie. Commandement seulement de 5 et à 8 sur le chef, sauvegarde à 4, mais c'est surtout avec leur putain d'armes qui vont faire la diff, puisqu'ils ont des éclateurs à neutrons. L'éclateur à neutrons qui est portée 18, assaut 2, force 5 et PA-2. C'est là que tout se joue. Exactement, et là pour aller clean, une unité de ranger, une unité de scout, ou n'importe quoi d'ailleurs, pour du monopev, c'est juste extraordinaire. Moi je pense que ce que je préfère quand même de toute façon chez eux, c'est le mouvement à 14, on va essayer de les garder pour la fin de la partie, les Vespid, parce que si elles arrivent trop tôt, l'adversaire va avoir la puissance de feu et les éliminer juste après. Mais si on les garde un peu pour le tour 3, et on les fait venir tard, quand il y a moins de choses sur la table, là le mouvement de 14 devient excellent parce qu'ils peuvent traverser la table dans tous les sens pour aller chercher les cibles, capturer des objectifs. C'est une unité de projection à nouveau vraiment très intéressante. Et je rappelle, on a 14 points par tête de pipe et c'est une unité qu'on peut préserver en fait quand on la joue. Et donc c'est juste super rentable. Une autre unité super rentable qui pour le coup n'est pas beaucoup jouée, c'est les Croûte Hounds, donc les chiens croûtes, puisqu'ils sont vraiment pas chers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux si ce n'est que ces enculés par rapport à ta comparaison, ils vont avoir mouvement de 12, il vaut surtout avoir force 3 mais moins 1 PA. En fait, ce qui est génial pour les chiens croûtes, c'est que c'est une entrée du codex tyrannide, ce sont des Hormagant. En mieux, ils se déplacent de 12, ils ont PA-1, ils frappent à 3+, ils valent 2 attaques et ils valent 4 points. C'est génial, on peut en prendre par paquet de 12, ça fait soit des cordons très utiles, soit de la chasse, parce que
Finalement, pas beaucoup d'adversaires ont envie de gaspiller des tirs sur des conneries à 4 points, mais là, tu n'as pas le choix, parce que si tu te laisses impacter au corps à corps, eh ben, tu vas vite prendre des pertes. Non, c'est vraiment une super entrée. C'est dommage, en fait, parce qu'on les voit pas plus que ça. Moi, j'en ai 16. Et ben, tu vas pouvoir jouer. Non, franchement, c'est vraiment cool, parce que ça va te permettre de jouer des croûtes qui, pour le coup, là, sont pas qu'une taxe. Alors, en plus, ils coûtent vraiment pas cher, donc tu peux aller chercher une petite brigade, même si en attaque rapide, on l'a vu, il y a quand même l'embarras du choix. Là, ça va vraiment envoyer du bois, quoi. Absolument. On s'attaque maintenant au lourd, au soutien du codex. On commence avec une unité emblématique avec la XV88 Broadside Battle Suit. Qui est enfin jouable. Ouais, mais pas en règle. Ah, non. Puisque elle va avoir mouvement de 5, elle va toucher à 5 au corps à corps, CT 4+, par contre. Force 5, endurance 5, 6 points de vie. Et ça, c'est vraiment cool. 2 attaques, on s'en fout. Commandement de 7, 8 sur le chef. Surtout une sauvegarde à 2. Là, on va être très déçu, c'est qu'ils n'ont pas la capacité vol. Et ça, ma mine de on ne peut pas tout avoir. Exactement, mais ça va un petit peu les pénaliser, puisqu'on est quand même à 152 points par tête de pipe en version full lance-missile. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs sur la version full lance-missile? Quelle est sa faculté de létalité versus le Raygun? Alors le full lance-missile est très sympa, surtout à nouveau, on n'arrête pas d'en parler en Borkan, parce que du coup, on va passer à 8 tirs à 42 pas par broadside. Ce qui est sympa, c'est des tirs de force 7, moins 1 PA, moins 2 avec un système de ciblage avancé, des 3 dommages. Donc ça, c'est vraiment de la statue de très haut niveau. En plus, on leur mettra en arme secondaire les systèmes de missiles autodirecteurs, c'est ça, qui seront donc en lourde 8, force 5, moins 1 PA aussi. Ça va commencer à 36 pas de tir, ça va commencer à vraiment avoir un volume de feu très important. Et on leur préférera ça probablement au Raygun, pas parce que le Raygun est mauvais, le Raygun c'est 60 pas de portée, lourde 2, force 8, PA-4, des 6 dommages. En fait, le problème c'est que c'est des fuseurs à 60 pas de portée, et en fait, la force 8, on en trouve partout dans le codex maintenant. Exactement, donc on va préférer la saturation de force 7-1, même si encore une fois, on en trouve déjà dans le codex. Oui. On continue, mais cette fois-ci avec des châssis, avec le TX7 Hammerhead Gunship. On ne lui donnera quasi que la configuration de canon ionique à 161 points. C'est quand même un châssis à 13 points de vie, endurance 7 et une sauvegarde à 3. Il a un profil dégressif qui fait que son mouvement est de base à 12 et qui touche à 3 par contre de base. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Est-ce qu'on doit impérativement le jouer avec Long Strike ou pas? Alors non, pas forcément, on n'est pas obligé de le jouer avec Long Strike, mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux puisque Long Strike donc, lui donne plus 1 pour toucher, faisant passer sa CT à 2+. Alors, qui dit Long Strike dit 7 taux, donc forcément c'est un combo assez restrictif, mais de toute façon je pense que si on joue Long Strike, on est obligé de jouer un Hammerhead, si on veut jouer un Hammerhead, on est obligé de jouer Long Strike, donc en gros, si vous voulez des Hammerhead, c'est Long Strike, c'est taux, et ça marche. Alors, tu dis ça, qu'est-ce que tu peux nous dire quand même sur la façon de le jouer, puisqu'on va avoir le canon à ion, qui est quand même un excellent choix, versus un canon rail qui est un petit peu plus mitigé. Comme on l'a vu quand on a parlé de Long Strike, le Raygun c'est pas possible. Et donc ce sera canon à ion. À savoir que le canon à ion a un stratagème pour Borkan seulement qui permet donc de relancer les jets de le D6 de touche aléatoire. Mais bon, comme on l'a dit, ce sera plutôt avec le 7 taux. Carrément. Faut quand même noter que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a endurance 7, 13 points de vie. Donc c'est quand même un excellent châssis pour du taux, pour son coup en points, pour 161 points. Moi, ce qui me plaît, c'est que ça va être un choix en plus à l'adversaire. C'est-à-dire qu'il va avoir le choix, enfin tu vas donner le choix à ton adversaire de dire « Ok, sur la table, un petit peu en style gronide, je sais pas, on pourrait appeler ça tonide. Le tonide. On va avoir un petit peu. Vous l'avez entendu ici en premier. C'est quand même, non, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir donner le choix à son adversaire de dire, ok, tu vas avoir des grosses créatures monstrueuses qui elles vont pouvoir se faire intercepter les patates par un petit shield drone sur un de plus, alors que là non. Donc, est-ce que tu préfères avoir la certitude, si jamais tu as une liste à la scan, de pouvoir, enfin en tout cas à saturation anti-châssis, de pouvoir justement retirer au joueur taux 160 points, ou est-ce que tu vas quand même le tenter sur une créature monstrueuse? Et je trouve que le débat est intéressant, en tout cas ce que tu vas provoquer chez ton adversaire est assez intéressant. C'est ça, puisque déjà un adversaire taux va devoir choisir la plupart du temps entre tirer sur les drones ou les châssis, enfin les battlesuits, et maintenant en rajoutant en fait une troisième entrée qui ne bénéficie pas des drones, ça fait vraiment 3 cibles pour 3 types d'armes similaires à chaque fois. Exactement. Là où par contre il ne va pas tellement y avoir débat pour ton adversaire, c'est sur la suite avec le TX78, le Skyray Gunship, qui est malheureusement, vu son coup en points, va être mis en comparaison avec le Hammerhead qui pour rappel est à 161 points. Lui, il va n'en valoir que 152 points en version de base. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Alors c'est une arme qui a un véhicule qui a un potentiel d'Alpha Strike intéressant parce qu'il est équipé de 6 missiles Seeker qui sont portée 72, lourde 1, force 8, PA-2, D6 dommages.
Missile qui- tracker du pauvre. Hein. Voilà, du riche, parce qu'il coûte un point de moins. De deux pauvres alors. Oui, en fait, c'est pas ça. Et surtout, c'est une arme qui va tirer avec la CT du porteur. Alors, pour le Skyray, c'est pas mal parce qu'il a une CT de 3+ de base, qu'on va monter à 2+ avec des marqueurs, parce que de toute façon, il faut des marqueurs pour les tirer. Et il est même lui-même équipé de 2 marqueurs. Voilà. Mais le gros problème, c'est que c'est des armes à usage unique. Du coup, une fois que les 6 missiles sont partis, on se retrouve avec un châssis qui fait juste du lancer de désignation laser. Faut quand même noter qu'il a une règle spécifique, à savoir tracker de vélocité, qui fait qu'on va ajouter 1 au jet de touche quand on tire sur une unité qui a le keyword vol. Donc ça peut quand même être une bonne source de désignation laser sur du 2+, pour une unité qui aurait le keyword vol. Malheureusement, sur vraiment ceux sur qui ça va être intéressant, je pense aux Hemlock, ils vont déjà avoir -1, voire -2 pour être touchés, avec la cible avec la règle supersonique. Vraiment, en tout cas, c'est pas, si on a 150 points à mettre, eh ben, il faut mieux aller chercher systématiquement un Hammerhead qu'un gunship. Hein. Je pense qu'en fait, il aurait fallu un stratagème qui permet de recharger les missiles. C'est vrai, ça aurait été. C'est même assez surprenant que ça y soit pas, ça paraît évident, mais tant pis. Ensuite, par contre, on passe sur une excellente entrée, une très bonne surprise de ce codex, c'est le MV71, le sniper drone, puisqu'ils ne valent que, entre guillemets, 18 points, ils sont jouables de 3 à 9, soit de 54 à 162 points. Ça reste des drones, ils ont un mouvement de 8, ils touchent à 5 au corps à corps, à 5 au tir, même si on va voir que justement ils ont la faculté d'améliorer de 2 leur valeur de tir, là ils ont passé à 3+, ils ont une endurance de 4, un point de vie, un commandement de 6 mais on s'en bat les couilles, et une sauvegarde à 4, mais c'est surtout avec leurs armes qui vont faire le café. C'est ça, alors les armes c'est un fusil de sniper à impulsion, portée 48 de base en tir rapide 1, donc 2 tirs à 24 pas. On va évidemment tout de suite penser à Borkan parce que c'est une arme de tir rapide, elle va passer à portée 54, soit 27 en tir rapide. Et surtout, c'est une arme de force 5, ce qui est rare pour un sniper. Exactement. Et qui maintenant, enfin dans le codex, fait des blessures mortelles en plus des dommages normaux sur les 6+ pour blesser. Et quand on voit qu'à 18 points, c'est le prix d'un Primaris, c'est aussi le prix d'un scout équipé d'un sniper et d'une cape de camouflage. Mais là, on se dit qu'en fait, c'est juste le sniper le moins cher du jeu, juste dans sa faculté, dans sa létalité, puisque 18 points pour 2 tirs à 24, voire un petit peu plus dépendamment de son tête, de force 5, c'est juste extraordinaire. Et en plus, il y a une unité assez solide, parce qu'il a une endurance de 4, une sauvegarde de 4, et les champs de camouflage de sniper drone qui fait que l'adversaire doit soustraire 1 au jet de touche ciblant cette unité quand ils sont à plus de 12 pas. Et normalement, ils vont l'être. Carrément, c'est une super entrée. Pour moi, la seule faille, c'est que si on veut la rentabiliser, on va être obligé d'aligner un petit peu les planètes avec soit un marksman, soit avec un signateur. Mais après, c'est aussi intéressant parce que du coup, en fait, avec un contrôleur de drone en système de ciblage sur quelque chose à côté, on va passer à 4+. Avec le marksman, on va passer à 3+. Et avec éventuellement, si on ne tire pas sur un personnage caché derrière les lignes ennemies, avec 5 marqueurs, passer à 2+ pour toucher. Clairement, ouais. Non, ça va être assez rentable. Hein. Ensuite, on s'attaque maintenant au choix de transport avec le TY7, le Devilfish, qui ne coûte que 112 points et qui en fait donc un excellent transport. Il va avoir une endurance de 7, 12 points de vie. En profil non dégressif, c'est-à-dire dans sa tranche hausse, il va quand même bouger de 12. On aurait préféré un petit peu plus quand même pour un antigrave Xenos. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui ? Comment l'équiper et comment le jouer? Moi je trouve que c'est un très bon transport, c'est le serpent du pauvre en fait, mais quand même pas mal, tu vois. Il coûte moins cher et il fait moins de trucs, mais il en fait plus qu'un pauvre rhino qui va se traîner au sol parce qu'il vole, il a mouvement de 12 comme tu as dit, et ça c'est super. Et surtout en plus il a une capacité de transport de 12, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment comboter avec par exemple de 10 Strike Team ou 10 Breachers accompagnés d'un drone de notre choix et un cadre Fireblade. Il y a pas mal de combos possibles pour ça. C'est un transport qui est pas mal du tout. Yes. On passe maintenant à quelque chose qui n'est pas du tout pas mal du tout, avec les choix des avions, avec le AX-3 Razor Shark Strike Fighter. C'est l'avion le moins cher du jeu, mais c'est aussi l'avion le moins bon du jeu. Voilà. Il vaut 125 points, mais c'est de la merde. C'est dur parce que 120 points, c'est pas beaucoup, et même il les vaut pas. Oui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son équipement? Eh bien, l'équipement, ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il n'y en a pas, en fait, au final, parce que non, soit il n'a pas de sens, soit il est anecdotique, c'est-à-dire qu'il va avoir deux missiles d'assaut 2, ou alors une tourelle assaut 4. Voilà, c'est des bonnes armes, mais c'est ce qu'on va retrouver partout sur des Crazy, c'est pas très intéressant. Le problème, excuse-moi, mais ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il pourrait très bien justement être utilisé pour bloquer avec son socle, mais là, il a la règle supersonique, et donc en fait, il va pas être super mobile en fait. Il va uniquement pouvoir bouger de 90 degrés à chaque tour. Il va bloquer au déploiement, et c'est tout. Exactement. Et encore, il faudra pas se rater, parce que sinon, il va droit dans le mur. Ouais, exactement, et il sort de la table, il l'a dans le cul. À la limite, c'est vraiment la seule façon, moi, de laquelle je vois on pourrait le jouer, c'est d'aller tout droit
tour 1 en bougeant de 50 pouces et derrière faire FEP un commandeur avec ses petits drones, soit aussi bien pour faire en sorte que le commandeur ne soit pas la figurine ennemie la plus proche pour pas qu'il puisse se faire sniper, ou alors aussi bloquer les socles adverses avec le gros socle. C'est ça. Après, en plus, c'est vraiment une entrée qu'on a du mal à comprendre parce qu'il a une CT de 4 de base et il est équipé obligatoirement de 2 missiles seekers qui sont des armes lourdes, donc ils vont tirer encore moins bien. On continue avec son petit cousin, le petit cousin qu'on n'aime pas à Noël, le AX-39 Sun Shark Bomber. C'est un profil similaire, force 6, endurance 6, 12 points de vie, 12 points de vie. Il bouge de 50 quand il est dans sa tranche haute. Il a une sauvegarde à 4+, il touche à 4 encore une fois quand il est à plein potentiel. Malheureusement, il est lui aussi équipé de missiles seeker et touchera donc sur du 5 s'il se déplace parce que c'est un trou de cul. Voilà. Maintenant, il a quand même la particularité d'être un bombardier et de pouvoir donc augmenter, on va dire, sa létalité dépendamment de l'unité qui va bomber. C'est ça, mais après, bon, ça reste. C'est pas le moins bon avion du jeu, c'est le deuxième moins bon avion du jeu. C'est pas génial. Disons qu'au niveau des armes, il aura le seul avantage d'avoir des drones qui portent des fusils à ion. C'est rare, il n'y a que lui qui les a. Donc quand il meurt, les drones se détachent, on peut continuer à les utiliser. C'est cool, mais c'est tout. Oui, il sera bien dans la mallette ou dans une vitrine. Voilà, s'il est bien peint. On passe maintenant au Lord of War avec la KV-128 Storm Surge Big Mama, le plus gros cul du codex. Gros cul qui malheureusement n'est pas suffisamment tanky pour son coup en points puisqu'elle va avoir une endurance de 7, 20 points de vie, sauvegarde malheureusement K3 et ça va faire le 10 versus une endurance à 2. Elle existe en 2 configurations possibles, à 402 points avec un canon éclateur à impulsion et à 456 points avec un canon catalyseur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle, comment l'équiper et quelle est sa létalité? Alors, là, au niveau de la létalité, c'est une figurine qui est pas mal du tout. C'est surtout au niveau du tanking, mais ça, on le verra après. Au niveau de la létalité, alors on a le choix, le canon long qui passe à lourde D6 au lieu de lourde D3 dans le codex. Force 10, PA-3, -4 en système de ciblage avancé, D6 dommages. Alors, c'est pas mal du tout. Le problème, c'est que lourde D6 suivi de D6 dommages, ça peut faire 1. Ça, c'est chiant. Après, il y a la version canon éclateur à impulsion, qui est une arme assez spéciale parce qu'elle a 3 profils de tir, 30 pas, 20 pas et 10 pas. On lui préférera notamment la portée 20 pas parce qu'elle fait lourde 4, force 12, PA -2, -3 en système de ciblage, 4 dommages, et ça c'est pas mal du tout. Et surtout, en fait, le défaut d'être une arme courte sera finalement mitigé grâce au set Borkan à nouveau, qui va faire passer la portée de cette arme à 26 pas. Carrément, ouais. A noter quand même son profil court qui va avoir une portée uniquement de 10 mais qui va passer à 16 en Borkan qui va faire lourd 2, force 14, -4 et 6 damages fixes. Et il n'y a pas beaucoup d'armes dans le codex qui font 6 damages fixes au tir. Au corps à corps, il y a le Lord of Skull, mais putain, là tu peux te dire que Big Mama, elle va quand même envoyer du bois. C'est dommage, ça, toi. Le seul problème, c'est encore une fois qu'on va parler de 2 tirs qui vont être CT4 à plein potentiel. Elle a un profil dégressif et ça c'est vraiment dommage, ce qui fait qu'elle va quand même relativement vite tirer à 5+. A noter quand même qu'elle a la règle ancrage au sol, qu'on va le déclarer et qu'à sa prochaine phase de tir, si on n'a pas bougé son gros cul, elle va avoir +1 pour toucher. Dans le doute, dites toujours à votre adversaire que vous l'activez et vous déciderez ensuite à votre prochaine phase de mouvement de bouger ou non. Absolument. À savoir qu'après la Storm Surge, donc c'est une entrée assez intéressante qui est finalement pas si chère. Elle coûte quand même juste une cinquantaine de points plus qu'un Land Raider en fait. Mais le problème, c'est endurance 7, c'est pas parfait. 20 points de vie, bon ça c'est bien. Sauvegarde à 3+, c'est pas top. Il va falloir lui payer une invulnérable à 4+, qui coûte 40 points. Donc ça fait mal. Et surtout, c'est un véhicule. Et véhicule, en taux, ça veut dire pas de protection des drones. Et ça, c'est assez fatal. Carrément, ouais. Encore une fois, est-ce qu'on va avoir envie de dire à son adversaire, bah vas-y, écoute, il y a un gros châssis à 20 points. Au contraire, je le mets vraiment au centre de table, le plus près possible de toi. Et pendant ce temps-là, bah moi, je peux carburer derrière. Ou alors dire à son adversaire comment fonctionnent les drones et pas préciser que la Storm Surge n'y a pas droit. C'est vrai que dans le doute, faut tricher. Hein. Exactement. Je vais ressortir mes speeders. Ensuite, on s'attaque à un choix qu'on n'a pas l'habitude de voir dans beaucoup de codex. Ça va être les fortifications. On commence avec la Tidewall Shield Line qui vaut 70 points. Assez mitigée puisqu'elle a quand même 10 points de vie, endurance de 6. Mais va pas faire grand-chose. La Shield Line, c'est une entrée très intéressante parce que déjà, elle a énormément de points de charisme. Elle est super stylée. On voit ça de nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'autres codex, pas d'autres armées comme ça. C'est de la fortification mobile. C'est super cool. C'est super joli. Moi, j'ai envie d'en avoir. J'ai envie d'en jouer. 70 points, c'est même pas si cher, mais le problème, c'est que c'est pas si fort en fait. Parce qu'au final, on a un véhicule de transport ouvert, donc qui permet de tirer, ce qui est très bien, mais il est seulement endurance 6, seulement 10 points de vie, seulement 4+ d'armure. Ça va vite mourir, et puis là, il va falloir faire les jets de débarquement d'urgence, on va perdre des mecs, c'est un peu compliqué. À savoir quand même qu'elle a une règle assez sympa, c'est le champ Tidewall qui lui permet de refléter les tirs reçus sur les jets de sauvegarde de 6+.
Le problème, c'est que du coup, ça ne marche pas dès qu'il y a de la PA, mais quand on n'a pas, ça peut être assez rigolo. On enchaîne avec le Tidewall Drone Port qui lui vaut 110 points avec les drones marqueurs et que là pour le coup il y a un petit combo sympa. Voilà, alors c'est pas forcément ultime non plus, mais c'est sympa. En fait, le drone port, donc il va être équipé de 4 marqueurs drones pour ce coup-là. Et en fait, ces drones-là vont prendre la CT d'une des figurines qui sera à l'intérieur. Donc on va y mettre par exemple le 9 guerrier et un cadre Fireblade qui donnera sa CT 2+. Et on aura donc 4 marqueurs qui toucheront à 2+, plus le 4 qui lui aussi pourra tirer son marqueur à 2+. Donc on pourra très facilement avec cette entrée arriver tout de suite à 5 marqueurs. En plus, elle est meilleure que la Shieldline, elle a une endurance de 7. Du coup, ça peut tenir le coup et ça peut être une bonne source de marqueurs. Après, il faut être dans un tournoi ou en tout cas un environnement de jeu qui autorise les fortifications, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, c'est une entrée peut-être jouable. Voilà. Ok. Ensuite, on va finir avec le Tidewall Gun Ring, qui est une fortification avec un énorme ray gun dessus qui vaut 130 points. Elle aussi a endurance 7, 10 points de vie. Le seul problème, c'est qu'elle va toucher sur du 5+. Voilà, alors c'est triste parce que là, ça y est, on a le meilleur canon ray du codex. C'est portée 72, lourde 2, force 10, moins 4, des 6 dommages et des blessures mortelles sur des 6+ pour blesser. Donc c'est cool. Le problème, c'est que c'est une figurine qui, à moins qu'elle ait des unités à l'intérieur, ne tirera que sur l'unité la plus proche. Donc ça sert à rien si c'est, je sais pas, des Ormagant par exemple. Et même s'il y a des unités à l'intérieur et qu'elle peut donc cibler ce qu'elle veut, et ben ce sera à 5+, voire à 4+, avec 5 marqueurs, et c'est tout, pas d'autre moyen de l'améliorer. Yes, donc pour en revenir un petit peu justement sur les fortifications, on va uniquement prendre en considération le drone port avec le petit combo que tu as cité juste avant pour mine de avoir une source relativement fiable et tanky de cibleurs. Très bien, c'est ça. On en a donc terminé avec la revue des traits de seigneurs de guerre, des stratagèmes, des reliques et de l'ensemble des entrées. Tu nous as préparé une petite liste pour voir un petit peu ce qu'on va trouver à 2000 et surtout ce qu'on est capable de rentrer. Ouais, alors j'ai préparé une liste Borkan parce que c'est mon set coup de cœur, c'est sûr. Alors c'est une liste avec un bataillon et un détachement avant-garde. On va y trouver 4 QG. En premier, un éthéré pour toutes ces zones d'effet, notamment parce qu'il y a beaucoup d'infanterie. Ensuite, un cadre Fireblade, à nouveau, c'est pour l'infanterie. On le verra, ce sera dans le bastion. Ensuite, 2 commandeurs, donc un dans chaque détachement pour contourner, enfin, et ça, on a le droit. Utiliser la restriction. On a aussi, excuse-moi, le droit de le mettre dans un détachement auxiliaire qui coûte 1 PC, oui. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Alors, en premier, on aura un commandeur Cold Star full plasma parce que Borkan. C'est pas forcément mieux full plasma, mais en Borkan, c'est très utile vu que le tir rapide va prendre de la portée. Alors, son rôle, évidemment, ce sera de commencer dans les lignes pour utiliser soit le Monka, soit le Koyon, et ensuite aller se déplacer pour aller chercher des choses à sniper, genre du Reaper à couvert. Et ça, c'est important de le dire, puisque le Cold Star va être utilisé de 2 manières. On en a pas mal parlé avec sa faculté de sniping qui va juste être extraordinaire en bougeant de 40, en ayant avancé et pouvoir tirer quand même normalement. Donc ça va vraiment être pas permissif à l'adversaire si jamais il a laissé une petite bulle grande comme ça. Et aussi, si on veut le garder dans ses lignes pour le préserver un petit peu plus, de claquer ce fameux stratagème qui va te permettre, au moment où tu claques ton Koyon, de définir une unité pour relancer toutes les blessures avec. Et quand on va voir, quand on a vu d'ailleurs justement une Riptide qui va balancer 18 tirs. 3 broadside aussi par exemple. Ouais, carrément, ouais. Là, je prends l'exemple le plus flagrant qui est 18 tirs de force 6. Qui va relancer en plus léger pour toucher raté puisqu'il sera sous Koyon et qui en plus de ça, force 6, moins 1, 2 damage, voire moins 2, 2 damage, qui en plus de ça va relancer les blessures. Et tu regardes, stats, tu couches un Exocrine, tu couches quasiment un Storm Raven, tu couches vraiment énormément de choses. Alors, deuxième choix de commandeur, j'ai pris un commandeur normal, donc pas Cold Star, qui sera équipé avec 3 cyclos éclateurs à ions et un système de ciblage avancé, et un shield drone. Alors, un shield drone, pourquoi? C'est très intéressant, c'est pour le faire arriver en FEP, et empêcher tous les interceptions, si tu peux l'expliquer. Ah bah oui, puisqu'en fait, aujourd'hui, au niveau du méta, on va avoir quasiment toutes les armées de l'Imperium qui vont avoir un scan de specs qui va leur permettre de ratater la gueule d'un ennemi qui arrive dans un rayon de 12 pouces, ou alors même les Eldar qui sont connus pour ça, qui vont te permettre de t'intercepter un petit peu près n'importe où sur la table tant qu'ils sont à moins de 6 pouces d'un farcir. Et là, justement, en fait, comme c'est un personnage et qui ne sera pas l'unité visible et que on va devoir annoncer ses cibles tout en même temps, et le personnage ne sera jamais la figurine devant. Exactement. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est parfait. Donc un seul shield drone, ça suffit. En troupe, j'ai choisi 2 unités de 12 strikes. C'est ce qui va devenir le cœur de ce qu'on appelle le bastion, en fait, construit autour de l'éthéré et du cadre Fireblade. Ça va être vraiment la puissance de feu longue portée et la saturation moyenne portée de la liste. D'accord, donc attends, excuse-moi, donc ça va être en gros 2 unités de 12 qui vont être à côté justement du cadre Fireblade pour augmenter leur faculté de tir à courte portée. C'est ça. Et en plus de ça, aussi qu'ils soient plus facilement, on va dire, mettables dans une bulle pour le fameux drone. Absolument.
pour le drone d'accélération donc, que j'ai pris avec 10 cibleurs aussi, qui donc, vont aussi faire partie de ce bastion, et ce drone d'accélération. J'ai aussi pris 2 fois 10 croûtes, ça fait une pause de plus qu'une seule fois 20 croûtes, mais c'est assez utile parce qu'ils ont un commandement assez faible. Et donc ça, c'est pour le mouvement d'avant-garde et surtout les cordons qui vont repousser les frappes en profondeur adverses. C'est indispensable, c'est 100 points les 20, pardon, c'est génial. Ensuite, en élite, alors j'ai pris évidemment une Riptide, grande surprise. Je l'ai pris avec la Gatling pour le lourd 18, parce que le lourd 18, c'est rien que le plaisir de dire à mon adversaire « Oui, c'est lourd 18 ». Ça, ça tu me plaît. me donnes la chiasse. Voilà, exactement. Ensuite, j'ai mis aussi une unité de Crisis, même si ça bénéficie pas vraiment de Borkan, c'est une unité de projection tellement forte que j'apprécie, et je les ai équipés, comme on l'a dit tout à l'heure quand on les a présentés, en cyclo-éclateur à ion comme le Commander, donc 2 cyclo-éclateurs à ion, un système de ciblage avancé et 6 shield drones pour que quand ils arrivent en FEP, ils soient soit protégés d'une interception à nouveau, soit juste parce que cette fois les drones vont intercepter les tours, soit plus tard au tour d'après avoir un peu de protection. C'est une unité qui coûte 330 points, mais c'est quand même vachement puissant et je suis content d'avoir cette force de projection dans la liste. J'ai ajouté une Ghost Kill en mode full fusion parce que Borkan, et surtout ça c'est l'épine dans le pied pour l'adversaire, elle se balade sur la carte, elle est très très chiante à tuer. C'est une super entrée, j'adore. Et en dernier choix d'élite, j'ai mis un marksman qui va donc être un personnage qui sera caché parce qu'il est personnage dans ce bastion au milieu de toute l'infanterie et qui sera la source de marqueurs laser fiables avec le cadre. C'est assez impressionnant, hein. Tout ce que tu as mis en 2000 points, tu retrouves de la grosse créature qui tâche, de la grosse créature qui casse les couilles avec la Ghost Kill, quand même pas mal de points de vie au centre de table et via les cordons qui vont t'étirer et qui vont te permettre toi d'avoir au moins 2 phases de shoot à plein potentiel puisque tu vas avoir une zone d'interdiction énorme auprès de ton adversaire, au moins pour ses FEP. Tu as aussi une espèce de contre-FEP avec ton unité de crisis qui va pas rigoler, que tu n'es même pas obligé, on va dire, de sacrifier, puisque comme ils ont une portée relativement longue avec ces armes-là, tu vas aussi pouvoir les jouer en def. Absolument. Et ensuite, pour finir, j'ai choisi en soutien 2 broadside missiles. C'est pas forcément le choix le plus évident, parce qu'il y a plein d'options, mais c'est une unité qui me plaît beaucoup, elle a beaucoup de charisme, on n'a pas trop pu la jouer en index. Donc j'ai mis 2 broadside équipés full missiles, qui vont avoir une très grande portée en Borkan. Et enfin, pour finir, 10 shield drones tout seuls, pour être au milieu de mon bastion, entre les broadside, entre les commanders, entre les Riptide, la Riptide, pour aller absorber tous les tirs. C'est impressionnant, excuse-moi, mais vraiment tout ce que tu rends, parce que je t'ai interrompu pensant que tu avais fini, et en fait non, il restait quand même 444 points. Donc ouais, non, c'est une liste qui fait peur à affronter, c'est une liste sur laquelle tu n'as pas envie d'avancer tout de suite. Tu pourrais te dire qu'avec un match-up genre du GK, tu vas avoir une grosse faculté de saturation et tu vas être capable de pas mal nettoyer, mais derrière, toi en contre-charge, alors qu'au mieux tu auras nettoyé les cordons et l'infanterie, toi derrière, tu vas vraiment quasiment nettoyer l'armée en un tour. C'est vraiment, vraiment fort. Hein. C'est ça. Alors après, si on veut faire d'autres expérimentations de liste, là je manque un peu de désignation laser, c'est possible d'en faire plus. C'est pas indispensable aussi, ça dépend comment on veut construire. À savoir que cette liste, elle fonctionne parfaitement aussi avec le 7 taux et elle sera quasiment inchargeable vu la puissance du bastion. Mais j'aime énormément ce côté longue portée qui finalement pallie les quelques faiblesses taux qui sont parfois à la portée. Une Riptide qui tire à 42 et qui vole de 12, ça va chercher un peu ce que ça veut sur la table. Et merci beaucoup pour ta proposition de liste. Encore une fois, ça montre qu'on est sur un codex qui est très 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 complet au sein du tir, puisque on va être capable de péter du gros, on va être capable de saturer énormément de l'élite et de la troupaille de base avec de la force de 5. C'est vraiment un putain de bon codex. Ouais. Je pense clairement qu'on est dans le top tier des codex du moment. Je suis d'accord. C'est un codex qui est difficilement caractérisable, on va dire que c'est comme ça, puisque on n'est pas vraiment sur un codex de masse, on n'est pas vraiment sur un codex d'élite, on est sur un codex qui sait faire les deux, et qui sait tout faire, et qui pour le coup a énormément d'outils pour empêcher l'autre de jouer aussi. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'habituellement, on catégorise les taux comme une armée avec un arsenal de ouf, mais qui ne savent pas tirer. Mais là, on l'a vu avec les stratagèmes, on va être capable de faire énormément de choses. Hein. De fiabiliser toute cette puissance de feu, ce qui était très important, c'est ce qui manquait le plus à l'index. Moi, j'apprécie beaucoup aussi le fait que ce soit pas un codex forcément clé en main, avec lequel on peut énormément s'amuser. En fait, au final, sur ces dernières semaines de préparation du codex, on n'a pas arrêté de découvrir de nouveaux combos, de nouvelles possibilités, et je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres à faire. C'est
c'est vrai ce que tu dis. En fait, c'est un codex qui pour nous un petit peu manquait de saveur. Il a été magnifique. C'est-à-dire que dès qu'on l'a ouvert, on a pris une tarte dans la gueule au niveau de sa charte graphique, au niveau de l'âme du codex en lui-même. On a été super content quand on a venu le fluff ensemble, de dire putain, t'as vu, ça évolue. Et ça, c'était vraiment génial. Et là, maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, franchement, c'est vraiment un putain de bon codex. Moi, je suis aux anges. Ouais, clairement, les joueurs tôt vont mais adorer l'avoir entre les mains. C'est pas trop tôt. Tu peux pas ça. Allez. Sur ce fion, on va s'arrêter encore une fois. C'est un vrai coup de cœur. Merci beaucoup Game Workshop là pour le coup de sortir un bouquin de cette qualité-là, de donner énormément de fraîcheur au ton. On va être capable encore une fois de sortir quasiment toutes les unités du codex, modulo les deux Sur volants. les avions. Mais tu peux les sortir de ta On peut mallette. les sortir. Vitrine, mallette, vitrine. Ça dépend mallette. quel type de jeu on veut faire aussi. C'est vrai. Mais mallette. quand Si on même. veut perdre. Avant de conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment sur l'ensemble des sets? Qu'il y en a au moins 3 jouables, genre largement jouables. C'est To, Borkan et Viorla. Violin, ouais. Avec peut-être un 4e, c'est Farsight, à voir. Il faudra construire les listes autour, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Ou en tout cas avec des détachements alliés. Voilà. Farsight, Ah oui, pour vraiment enfoncer absolument. le clou, ouais. Après voilà, donc 4 sur 6, c'est pas mal. Non, non, carrément, on est vraiment sur un codex ultra quali, quasiment tout est jouable et ça fait plaisir. Merci beaucoup Raph d'avoir participé à cette vidéo pour la lecture et la revue du codex To. On espère clairement que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee et on vous dit à plus les Wargamers.